Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Je suis votre hôte et serviteur Laurent Duroche et je le rappelle pour ceux du fond qui ne suivent pas, Shadows, c'est la première plateforme de streaming dédiée au cinéma de genre, est disponible un peu partout, ordinateur, téléphone, tablette, Prime Video, etc., etc. Dans cette nouvelle émission, nous allons creuser la terre nourricière de l'épouvante pour revenir aux racines, aux fondamentaux, en explorant les liens entre l'horreur et l'enfance. À cet effet, chaque intervenant a sélectionné un film qui met en scène l'horreur vue à travers les yeux d'un enfant. Mais attention, pas de nounours hantés filmés à la zob dans ce florilège. Les films dont nous allons vous parler entretiennent un rapport bien plus complexe et mature au sujet qui nous occupe. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'un aréopage, je me suis entraîné parce que d'habitude je dis aéropage, d'un aréopage d'éminents invités et bien sûr, par le seul et unique Aurélien Zimmerman, le Jackie Chan du calembour. Comment ça va Aurélien? Ça va et toi? Ça va. T'as dit deuxième numéro, mais c'est le troisième. Est-ce que j'ai écrit deuxième numéro? J'ai écrit deuxième numéro. Bon, on refait tout. Non, allez, on refait pas tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons deux invités d'exception pour cette thématique. Nous avons l'inénarrable Véronique Davidson, dont la douce voix a bercé et orchestré le feu Pifcast. Salut Véro. Salut Aurélien. Comment ça va? Mais non. Coucou Véro. Coucou Véro. Non, c'est salut Véro. Mais on change, c'est pas le Pifcast ici, ok? Ça va très bien, merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être ici. Un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, je fais partie de l'équipe du PIF, donc le Paris International Fantastic Film Festival, pour lequel je m'occupe de la sélection des courts-métrages internationaux. Et donc, jadis, j'animais le feu, le Pifcast, qui est devenu culte depuis son arrêt. Donc, merci à tous ceux qui viennent m'en parler maintenant. Fallait l'écouter à cette époque. Voilà. Hein. Et je suis aussi partie de l'association du Grand Prix Climax, qui récompense le scénario du long-métrage de genre, pour lequel Shadows est partenaire d'ailleurs. Et par ailleurs, je suis scénariste et consultante et lectrice, notamment sur du cinéma de genre. Merci. Nous avons également la talentueuse réalisatrice Joséphine Darcy-Hopkins, qui est un peu la personne parfaite pour cette thématique, car c'est un sujet que tu as régulièrement travaillé dans tes œuvres. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Bonjour tout le monde. Du coup, je suis réalisatrice et scénariste, et pour l'instant, j'ai réalisé pas mal de courts-métrages avec des enfants, et je suis en financement en ce moment sur mon premier long-métrage, où les rôles principaux sont aussi des enfants. On a hâte, parce qu'on a vu les cours, et ils sont très bien, et je bouge mon pied de micro, ça fait du bruit. Tout à fait. Pour les citer d'ailleurs, vu qu'on est dans le sujet, notamment sur la thématique, moi je pense à 3 cours que tu as fait, donc il y a Le jour où maman est devenue un monstre, Nuages et le dernier en date, Les Dents du Bonheur, qui a d'ailleurs fait un très beau parcours en festival. Et qui est disponible sur Arte TV. Ouais, et peut-être bientôt sur Shadows. Il Oui, y a le jour où maman est devenue un monstre est en tout cas disponible sur Shadows, ainsi que Margot, que tu vas co-réaliser. Pour Les Dents du Bonheur, vu que c'est ton dernier là, qui est couronné de succès en festoche, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Les Dents du Bonheur, c'est l'histoire de Madeleine, 8 ans, qui accompagne sa mère, qui est esthéticienne à domicile chez des grandes bourgeoises un mercredi après-midi. Et pendant que sa mère travaille, elle est envoyée en bas dans la salle de jeu pour faire la connaissance des autres enfants. Et donc les autres filles vont l'inviter à participer à un jeu de société pour lequel il faut miser des sous. Sauf qu'elle a que 2 € qu'elle a eu de la petite souris, et elle va se retrouver à devoir monnayer ses dents dans l'espoir de pouvoir gagner la partie et aussi être acceptée dans ce groupe. Donc voilà, l'idée c'était de faire un film sur les rapports de classe à travers le regard d'enfants, d'âge entre ce qui se passe au sous-sol et ce qui se passe en haut entre les adultes, comme un effet de miroir. Et c'est très réussi. Bravo. Merci beaucoup. On commence traditionnellement l'émission, après cette magnifique présentation, par un petit topo sur nos invités, sur leur rapport au cinéma de genre. On fait en général ce petit laïus tout simplement pour mettre un petit peu en avant la richesse du cinéma de genre, la richesse des approches du cinéma de genre, et pour essayer de montrer un petit peu que c'est plus que ce que le grand public y voit. Donc voilà, donc si vous voulez, qui peut se lancer sur... alors ça peut être la découverte, ça peut être ce qu'on y trouve, pourquoi on trouve que c'est une voie d'expression majeure, enfin, c'est selon le vécu de chacun, quoi. Un premier film qui nous a marqué, une scène... Voilà. Comment vous êtes tombé dedans? Précipitez pas. Bon, je me lance du coup. Non, mais alors moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné, le genre de manière générale, que ce soit en littérature ou à la télévision, puisque c'était 2 approches plus directes quand on est enfant, d'abord que le cinéma en salle. Voilà.
Et après, effectivement, moi je suis d'une génération aussi qui a connu les vidéoclubs et toutes ces jaquettes où rien que la jaquette débris de l'imagination et les films qu'on peut voir derrière, des fois sont un peu décevants, mais par contre, ça donne envie. Et voilà. Et après, je pense que mon goût pour le fantastique, et voilà, que ce soit, comme je le disais, aussi bien en littérature qu'en cinéma, c'est l'approche, je pense, métaphorique des émotions qui, en fait, peut-être relève, là je me confie sur moi, d'une certaine pudeur. Mais en fait, non, je le dis en plaisantant, mais c'est un peu vrai quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une manière d'aborder les choses de manière moins frontale et du coup, paradoxalement, d'aller plus en profondeur dans les sensations, les émotions qu'on peut exprimer. Et en fait, les émotions, c'est pas des mots. Et s'il fallait des mots pour les exprimer, il y aurait des mots. Sauf qu'en fait, c'est un ensemble d'images, de sons, de sensations que le cinéma, notamment, peut plus, et notamment le cinéma de genre, peut plus figurer, en fait. C'est exactement la même chose pour moi. Du coup, comme toi, j'ai toujours été fascinée par les univers un peu sombres et aussi attirée par les jaquettes des films, comme même Orange Mécanique ou des trucs que j'avais pas le droit de voir, que je regardais en cachette parce que quelque chose qui me happait vers ça. Je pense que c'est juste une question de sensibilité. Et ensuite, dans l'écriture, j'ai pas l'impression de le choisir, mais je vais naturellement vers ça. Aussi, je pense comme toi, parce que il y a une dimension métaphorique super intéressante et qui permet d'incarner de manière concrète des sujets abstraits de manière sensorielle et de leur donner forme plutôt que juste de les traiter de manière premier degré. Parfait. Ces invités sont plus intéressants que ceux de la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bisous, D'ailleurs, et bisous Sophie, joyeux anniversaire. Ah oui, joyeux anniversaire Sophie Grèche. Voilà. On t'embrasse. Mais pas Talal. D'ailleurs, c'était aussi l'anniversaire de Talal. Oui, le même jour que moi. Oui, donc avant-hier. Bon anniversaire à moi. Voilà. Sinon, vos mamans, ça va? Tout va ça bien? Va, non, ça va bien. Non, mais le mec, il fait sa fête anniversaire le même jour que moi, donc il me pique des gens, quoi. Voilà. On dira pas qui, mais il pique les meilleurs. Il y a des gens autour de cette table. Voilà. Très bien. Nous allons attaquer le sujet principal, comme nous l'avons mentionné en introduction, l'horreur vue à travers les yeux de l'enfance. À cet effet, nous avons un dispositif technologique extrêmement élaboré et évolué pour choisir les films. Donc un mug avec des petits papiers dedans. Pour choisir l'ordre des films. Pour choisir l'ordre des films, découpé avec beaucoup d'amour par Aurélien. Exactement. Une main innocente en premier, donc pas la tienne. Pas la mienne, ok. Donc je sais plus si tu l'as dit, oui, on a tous choisi un film sur la thématique. Tout à fait. Tu l'as déjà dit? Je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit. Attends, je vais relire mon intro. Je pense que je l'ai dit. Véronique? La plus pure et innocente autour de cette table, sans doute. Alors, c'est mon film. Allez, forcément. C'est parti. Et donc, moi, j'ai choisi de parler de Fantasme. En fait, donc c'est un film de 1979 réalisé par Don Coscarelli. Alors, j'ai découvert assez tardivement, paradoxalement. Je ne l'ai pas découvert en étant enfant, mais pour moi, il résonne vraiment avec ce que c'est une vision d'horreur du point de vue d'un enfant. Alors, d'abord, je vais commencer quand même par pitcher rapidement l'histoire. Alors, un meurtre a lieu dans un cimetière. La victime, en fait, est un ami de Jodie et Reggie. Tous les trois, ils forment un duo de jeunes hommes. Et en fait, le jour des obsèques, Mike, qui est le frère de Jodie, donc Mike a 13 ans, le frère de Jodie n'a pas le droit d'aller assister aux obsèques, puisqu'en fait, Jodie et Mike sont orphelins depuis 2 ans, leurs parents étant morts dans un accident de voiture. Donc, en gros, Jodie a dit non, Mike, c'est trop traumatisant pour toi, tu ne viens pas aux obsèques, etc. Sauf que Mike, il a envie de voir ce qui se passe, et donc, il va se glisser dans le cimetière pour assister de loin à ces obsèques. Et en fait, il va voir des choses très étranges qui se passent dans ce cimetière et dans ce funérarium, notamment avec un très grand monsieur, un grand croque-mort, on va dire, qui fait des choses très bizarres. Bon, j'en dis pas plus, voilà. Mais en tout cas, tout le film est vu à travers ses yeux. Et pendant toute la moitié du film, il va essayer de convaincre les adultes autour de lui de ce qu'il voit, notamment son frère, de ce qu'il voit, qu'il se passe des choses étranges. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette première partie, même le spectateur, en fait, pourrait douter de ce qu'il voit, en fait. Puisque déjà, c'est un enfant. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, que le point de vue d'un enfant, c'est que les enfants, on les croit pas, en fait. Qu'à un moment donné, on voit qu'en plus, c'est un lecteur de science-fiction, le petit Mike.
il y a un livre de Roger Zelazny sur son chevet. Donc on se dit, tiens, lui aussi, il est un peu comme nous tous, ouvert aux imaginaires. Voilà. Et puis, effectivement, même dans la manière dont c'est mis en scène, la taille du funérarium est complètement délirante, la taille du Tallman, en fait, donc cette espèce de boogeyman croque-mort qui s'appelle le Tallman, tout est démesuré. Et en fait, même, il y a un moment, pour raconter un petit détail un peu rigolo, à un moment donné, Mike surprend son frère Jody avec une jeune femme. Et en fait, Jody a la culotte de la fille dans sa bouche. Donc, je me suis dit, c'est vraiment une vision enfantine de ce qu'est un rapport sexuel, puisque nous, on ne mange pas les culottes a priori. Enfin, peut-être, mais... Ah merde. Si la culotte est consentante, ok, mais sinon... Bon, en tout cas, à partir de la moitié du film, le frère va le croire. Donc, on pourrait croire qu'à ce moment-là, on bascule dans quelque chose où ce que voit l'enfant est vrai, sauf que non. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça bascule encore plus dans une espèce dans le surréalisme. Voilà, dans un onirisme complètement absurde. Et en fait, pour moi, le film me fait vraiment penser à un espèce de cadavreski, comme on peut faire quand on est enfant, où rien n'a de sens et les choses se succèdent et ça rajoute des couches de n'importe quoi, de détails. Et on n'aura jamais d'explication à tout ce qui se passe. Alors, on en reparlera après, on en aura, mais voilà, dans les suites, quoi. Et en tout cas, ce film-là, il est culte parce qu'il a tout de suite créé des icônes, des choses iconiques comme ces fameuses boules. Ouais. En fer qui viennent percer le crâne des gens. En fait, c'est parti d'un cauchemar qu'a fait Don Coscarelli qui lui a inspiré le scénario du film. Le Tallman, effectivement, qui est devenu culte, interprété par Angus Grimm, qui était un acteur que Don Coscarelli avait casté dès le début de sa carrière et qui l'a suivi tout au long de sa carrière aussi. Les petits nains à capuche. Attention. Pardon. C'est des noms. Oui, donc c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on coupe. Après, les petits nains. Non, mais c'est quoi? C'est un pléonasme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Personne de petite taille. Voilà. En tout cas, c'est même pas. Oui, c'est vraiment des personnes de petite taille. On va pas dire pourquoi, mais voilà. La musique est incroyable. Dans la peau. Dans la peau. Musique dans la peau. Pardon. La musique est incroyable, elle a vraiment des sonorités disco italiennes. On est presque dans du giallo avec cette petite. En plus, cette petite musique qui fait penser à une berceuse en fait pour enfants. Et en fait, le film, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'on est entre la série B d'horreur classique de vidéoclub et du film expérimental. Et honnêtement, moi, j'ai pensé à David Lynch en le revoyant. Là, je me suis dit vraiment, il s'est vraiment nourri de ça. C'est pas possible parce qu'il y a des choses vraiment, des motifs visuels où tu dis, mais ça vient de là. Parce qu'en fait, après, j'ai vérifié les dates. Je me suis dit, mais c'était avant, en fait, Fantasme. Donc voilà. Le bémol que j'aurais sur le film, c'est les personnages féminins. Et en plus, ça va pas aller s'arrangeant dans les suites. Mais bon, on va dire que ça appartient à son époque. Et après, la thématique est hyper intéressante. Et en plus, je dis pas quels films vont suivre, mais je trouve qu'il y a ça se recoupe un peu avec d'autres films dont on va parler aujourd'hui. Je trouve que tous les films qu'on a choisis et sans du tout se parler ont vraiment un peu le même axe et les mêmes thématiques. Totalement. La même thématique, c'est bizarre. Ouais. Non, mais je veux dire, au-delà de la thématique du podcast, il y a vraiment une sous-thématique qui revient beaucoup, je trouve. Ouais. Et du coup, j'ai revu les films parce que là, sur Shadows, donc, je l'avais pas dit, mais donc, les 3 premiers films sont sur Shadows. Donc, j'ai regardé les 3 premiers. J'ai pas revu le 4 et le 5. Et honnêtement, j'en ai aucun souvenir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas le meilleur. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, les suites, alors on n'est pas là pour parler des suites, mais en tout cas, les suites, elles essayent un peu justement d'apporter des explications à des choses qui n'avaient aucun sens. Et c'est ce qui les rendait intéressantes, c'est qu'elles n'avaient pas de sens. Et du coup, les suites essaient d'apporter non seulement un côté franchise. Alors, Reggie, avec son catogan, là, devient un héros à la hache, ça va pas du tout. Et en plus, les explications n'ont aucun sens. Et en fait, en rajoutant des explications, ça s'embourbe dans encore de la complexité. Ça devient n'importe quoi. Donc, je suis pas forcément. Je sais que beaucoup de gens aiment bien quand même, ont une petite tendresse pour les suites. Mais... Oui, moi, j'aime bien aussi. Mais en plus, la deuxième, elle est née pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'Universal a vu les scores du premier et a dit à Coscarelli, tu veux pas en faire un plus gros truc, quoi. Mais il faut que tu vires l'acteur qui joue pour le remplacer par un mec plus bankable, etc. Et du coup, quand il revient au 3 avec plus d'indépendance, il se dit je vais vraiment reprendre possession du truc. Et il fait comme dans le premier. Dans le premier, en fait, je crois qu'il l'a fait parce que l'horreur marchait, mais sans avoir vraiment d'appétence pour l'horreur. Mais en même temps, du coup, il y a mis plein de choses en non-aficionados de l'horreur et s'est dit ça pourrait être bien. Et comme il a une vraie sensibilité artistique, ce qu'on voit sur la photo, parce que moi, je me rappelais pas que c'est lui le chef-op.
Et la photo du film, du premier, elle est magnifique. Ah ouais, c'est la très copie beau. restaurée, elle est superbe. Et il y a des plans d'une beauté. Je ne me rappelais pas que le film était aussi beau. Et donc, il y a une vraie sensibilité artistique, Don Coscarelli. Et dans le 3, je pense qu'il a fait pareil. Il a mis tout ce qu'il a pu. Et donc, le 3, ça part dans tous les sens. Mais il y a plein de trucs. Il a cool mis dedans. du nunchaku dans le 3. Ouais. Mais en plus, dans le 2 et le 3, on perd ce côté point de vue enfantin aussi, Tout à fait. puisque entre-temps, Mike, il a grandi, donc aucun intérêt. Quoi. Et c'est marrant que tu parles de la restauration, c'est J.J. Abrams qui a voulu que cette restauration, c'est en 2016 qu'elle a été faite. Et il a notamment donné un rôle à Angus Scrimm dans une de ses séries, je crois, je ne sais plus laquelle. Oui. Alias, non Attends. Fringe. Je sais plus, je crois que c'est Fringe, je me sais plus. En tout cas, voilà. Et donc, voilà, c'est tout. En tout cas, j'adore ce film. C'était un plaisir de le revoir sur Shadows, sur TV, je me l'ai vu. Moi, je l'ai découvert parce que je le connaissais pas. Et ouais, il est complètement fou ce film. Un peu comme dans un rêve, hyper déstructuré et tout. Ouais, effectivement, ça fait penser à Lynch. Et après, en regardant un peu plus, j'ai vu qu'il avait 22 ans quand il l'avait fait. C'est fou. Ouais, puis en plus, c'est ce qu'on appelle l'horreur régionale américaine. C'est-à-dire que c'est vrai que les États-Unis, c'est immense. Et tu as les pôles de production des côtes. Et puis tu as aussi plein de petits studios indépendants qui sont plus situés au milieu du continent et qui sont des trucs régionaux, en fait, ou des petits studios, des petits mecs qui se disent tiens, j'ai envie de faire un film. Et donc, du coup, c'est des films qui sont vraiment encapsulés dans un lieu, dans un espace-temps vraiment très précis et très évocateur de petits coins de l'Amérique. Et je trouve que ça donne vraiment un côté super intéressant au film. Tu as vraiment l'impression d'être dans un monde qui nous est familier, mais en même temps qui n'existe que dans le film, parce que on a l'impression que c'est une pure vision de l'esprit. Et ça fonctionne vachement bien. Il y a plein de petits films d'horreur comme ça, américains, qu'on ne connaît pas du tout et qui n'ont même parfois jamais franchi l'Atlantique. Et c'est vraiment un vivier de petits films méconnus. Et Coscarelli, en plus après, il a fait une belle carrière. Il a fait Booba Hotep, qui est un film qui a eu beaucoup de résonance. Il a fait John Days at the End, qui est un film vraiment très très fun. Et puis, on l'a pas vu. Il n'a pas tourné assez clairement Coscarelli par rapport à son talent, mais c'est un gars extrêmement gentil. J'ai eu la chance de l'interviewer au moment de la ressortie de Fantasme, justement après la restauration, et c'est un gars adorable qui adore ce qu'il fait et qui l'approche toujours avec une candeur, une gentillesse égale à celle qu'il avait, je pense, à l'époque où il a fait le film. Donc, c'est vraiment des films super qui ont marqué leur époque et qui étaient vachement en avance. Je pense aussi que ça a été fait bien avant Freddy. Ouais, c'est assez précurseur là-dessus. Il y a plein de trucs qui rappellent Freddy aussi. Il s'est fait un peu piller, en fait. Ouais. Moi j'ai revu le film là pour l'occasion. C'est un film que j'ai quand même découvert plutôt sur le tard, et j'avais fait toute la saga, je pense il y a 3 ans. J'avais bingé les 5, alors que j'avais vu. Enfin, c'est un peu une des dernières grandes sagas d'horreur qui me manquait et donc que je me suis faite. C'est pas ma préférée. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai découvert un peu plus vieux et après tout le reste, je sais pas. Et là en voyant le 1, je trouve qu'il y a quand même des défauts qui m'agressent un peu et j'ai du mal à rentrer pleinement dans le film. Notamment, je trouve que le jeu d'acteur est vraiment assez calamiteux. En plus, je crois que c'est que de la post-synchro et je trouve que des fois c'est un peu mal fait. J'ai l'impression qu'il manque des cris, qu'il manque des bouts de phrases, de trucs. Enfin, c'est après ça participe à créer aussi une atmosphère un peu étrange, mais pour moi ça rend surtout le film brouillon. Et je trouve qu'en plus le twist final c'est un peu je sais pas si on spoil, mais enfin moi bon allez, attention spoiler. Non mais le twist de en fait c'était un rêve, bon ok, mais après mais en fait ça n'en était pas. Ouais, enfin voilà. Oui, en fait, on comprend rien, mais je suis pas sûr que lui-même comprenne. Après, ça participe au charme du film. Et je suis d'accord que c'est précurseur sur plein de choses. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai travail sur la photographie, la musique est super. Moi, je trouve que c'est un peu tous des têtes à claques et j'ai du mal à comprendre la cohérence globale du truc. Justement, je trouve en effet que c'est vrai que les rapports entre les personnages, le fait qu'il n'y ait pas de parents, le fait que Reggie il arrive, il ressort du récit comme ça, et que ça soit un personnage en plus. Il est ultra attachant, l'acteur qui joue Reggie. Il est marchand de glace en plus, avec son camion. Ouais. Alors déjà, mais ça c'est pareil. Par rapport à l'enfance, c'est des détails qui sont vraiment étonnants en fait, et que tu retrouves jamais dans l'écriture de ce genre de série B en fait, parce que d'un coup ça détonne complètement. Et ça, en effet, ça nourrit comme ça toute une ambiance. Et c'est surprenant parce qu'en fait, tu sais jamais en effet si c'est vraiment voulu, s'il y a une vraie science de Coscarelli qui se dit ça, je vais le mettre parce que les gens vont pas comprendre, mais en fait, ça va susciter ça. Ou s'il le met juste comme ça, à la va, comme je te pousse. Et ça rentre parfois très bien, parfois ça rentre pas vraiment bien, comme la scène de l'insecte.
où tu as l'impression d'être devant un autre film, d'un coup tu te dis ah c'est bon, on n'est plus dans le même film, c'est pas possible. Ouais, ou la scène de la boîte aussi au début elle est surprenante parce que c'est le Ouais. premier élément un peu fantastique vraiment, et d'ailleurs c'est une référence à Dune. Tout à fait. Ouais, je crois qu'il y a un bar aussi qui s'appelle le Dune, il fait des petites Mhm. références à... Enfin voilà, mais pardon, je t'ai Oui, coupé. non, tu vois, je pourrais dire que du coup, c'est ça, je trouve, qui nourrit vraiment le côté étonnant et assez unique du film. C'est-à-dire que tu sais jamais sur quel pied danser, mais à chaque fois, il y a toujours un élément qui vient te réchauffer et te dire franchement, c'est mortel. Et, ça, c'est cool. Très bien. On a fait le petit tour sur Fantasme. Simple, C'est efficace. parti. Si Je on vais tire chacun choisir- notre papier, ça va Ça va être incroyable, rigolo. Joséphine, Alors. attention. Ah oui, bah voilà, c'est mon film. Eh ben, voilà. Incroyable. Bah, du coup, moi j'ai choisi Requiem pour un massacre de L.M. Klimov. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais pour moi, c'est un des films les plus horribles que j'ai vu de ma vie. Et c'est un film sur l'horreur. Sur l'horreur de la guerre. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 13 ans en 1943 en Biélorussie, qui déterre un fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand. Avec l'énergie et l'idéalisme d'un enfant, il plonge dans l'horreur d'un monde qui dépasse les adultes eux-mêmes. Donc voilà, j'ai choisi ce film parce que c'est un des films les plus marquants que j'ai pu voir. Et en plus, je trouve que l'idée d'avoir mis un enfant dans le rôle principal, c'est très cohérent par rapport à la thématique du film, parce que justement, il utilise vachement cette opposition entre l'innocence de l'enfance et l'horreur de la guerre. Et au cours du film, la guerre va petit à petit lui voler son enfance jusqu'à ce qu'il finisse presque ridé à la fin et vieux et privé de toute vie, innocence et tout. Enfin, voilà. Bah, ça fait. J'ai eu la chance de le découvrir sur un grand écran, enfin une petite salle, mais du coup grand écran, parce que j'étais au premier rang, c'était pendant je sais plus quelle édition de l'Étrange Festival. Ah bon, on devait être dans la même salle. Ah oui, dans la Ouais. petite salle là. Sûrement. Ouais, mais c'était la toute petite, mais du tout, j'étais au premier rang et bon, la claque extraordinaire que je me suis pris un gage. Je crois en plus c'était juste à un moment de la sortie de la resto chez Potemkin. Donc en plus la copie était chouette et en fait je trouve qu'on manque de mots pour décrire ce film. Ça fait 4 fois que je le vois maintenant, je crois, à chaque fois je suis complètement étourdi par la façon dont il crée un monde à part, c'est-à-dire à l'intérieur d'un schéma qu'on connaît, c'est-à-dire la guerre et l'effet que ça a sur les gens et sur l'innocence, mais le langage cinématographique qu'il utilise pour le faire et le côté aussi un peu Odyssée, c'est-à-dire que finalement on a presque l'impression de voir soit un truc un peu à la Bon la Brute et le Truand ou à la Ulysse, enfin l'Odyssée, c'est-à-dire voilà, la déambulation comme ça d'un personnage qui va aller d'endroit en endroit, de rencontre en rencontre, et qui vont toutes déclencher quelque chose et aussi raconter quelque chose, un écho sur la guerre et sur ce que ça représente et ce que ça lui fait. Et puis il y a une espèce de gradation dans l'ampleur comme ça des scènes qui devient complètement écrasante. Au bout d'un moment donné, l'image te fracasse et ce qui se passe est tellement prend une ampleur aussi cinématographique en matière de mise en scène, de nombre de figurants, de la façon sinon l'horreur graphique s'impose de plus en plus. Il y a une vraie science comme ça, je trouve. Je ne sais pas si c'était voulu de la part d'Hélène Klimov, mais il y a une vraie science de la façon dont tu vas de plus en plus te prendre le film en pleine gueule, au lieu de t'en mettre plein la gueule dès le début, au risque même au début de te dire, mais quand il est vraiment dans les phases plus oniriques, quand il délire dans les marais avec la gamine et tout, de te dire mais dans quel film je suis, etc. Et ça te cueille et ça te fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Et puis ce montage final, je m'en remets pas. Exactement. Ouais, et c'est marrant que tu parles de... Enfin, je trouve que le film a vraiment 2 parties, et d'ailleurs, il y a une montée en puissance qui est bien là, et dans la première partie du film, les 40 premières minutes, moi, je suis devant un film qui me gonfle un peu. Bon, voilà, c'est du cinéma biélorusse, c'est très austère. Les personnages, ils sont un peu grimaçants. Je vais te faire regarder Il est difficile d'être un dieu. Et puis tu viens de me dire des nouvelles. Okay. Un film russe, tu prends la première partie qui ne te plaît pas, tu la multiplies en puissance d'énervement et d'agression par 20 000. Et ça dure 2h30 et c'est tout le temps ça. Ouais. Je l'ai en DVD, mais je l'ai toujours pas regardé. Je crois que c'est la première fois de ma vie vraiment où je suis jamais sorti d'une salle de cinéma de ma vie. Je me suis toujours dit je ne sortirai jamais en cours d'un film, parce que tu sais jamais à quel moment un film d'un coup peut te retourner et te dire mais non, en fait je suis super bien, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon là ça n'arrive pas, mais par contre c'est difficile tout le film. Il est horrible du coup le film, enfin il faut pas le voir. Ah, en fait, il y a plein de gens qui trouvent le film génial. Hein. Okay, moi, je pense que c'est mon ressenti. Excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Et donc, ce que je disais, donc on ne sait pas vraiment où on est, je trouve, dans cette première partie. Il essaie de mettre des moments de légèreté. On se demande est-ce que ça va évoluer en amourette entre deux adolescents, tout ça. Et puis vient la deuxième partie, et notamment cette fameuse scène de prise d'assaut du village, qui est un des trucs les plus horribles que j'ai pu voir au cinéma ever, quoi. Et en fait, toute cette deuxième partie donne de l'ampleur à la première, et on comprend en fait que c'est un film aussi sur l'innocence perdue et l'horreur humaine absolue. Et en fait, on voit même après coup que même dans cette première partie, l'horreur, elle est bien là, et même les moments d'innocence, je pense même à cette scène où elle danse sous la pluie, où la jeune fille danse sous la pluie avec une casquette militaire, un moment un peu léger, il y a une musique un peu rétro cabaret, mais derrière cette musique, il y a une espèce de son assez lourd, sous-jacent, qui est là tout le temps, et ça montre bien en fait que il y a quelque chose d'horrible qui est déjà là, qui rôde et qui va arriver. Et en plus, juste après vient la scène de bombardement qui est filmée de façon assez ouf, c'est-à-dire que on voit l'acteur qui entend l'avion, il court, et derrière lui, mais à 10 mètres, il y a une bombe qui explose, et on se dit putain, les prises de risque faites sur ce film, apparemment j'ai lu aussi qu'ils avaient utilisé des vraies balles par moment. Ouais, c'est des la vraies scène des balles balles traçantes qui est incroyable. En plus, visuellement, cette scène avec la vache là, elle est Ouais. Au début, moi c'est un film que j'avais vu il y a quelques années, donc là je l'ai revu. Je t'en voulais un peu au début parce que je me suis dit, putain, je me souvenais du souvenir qu'il m'avait laissé. Et en ce plus, que les gens ont subi avec Necromantic sur la mission. ouais, voilà. Non, mais on est vraiment dans autre chose. Mais c'est un très grand film, et c'est un film incroyable. Je trouve que c'est un des films les plus puissants faits sur l'horreur de la guerre. Et puis l'acteur principal, on va en parler un peu plus, mais il est ouf. Et moi j'ai jamais vu un regard aussi terrorisé dans un film que dans la scène du village. Moi, Vraiment, j'arrive pas à croire qu'il joue. Ouais, en fait, c'est ça. L'acteur a l'air. J'ai l'impression qu'il ressent vraiment ce qui est en train de se passer. Et alors, le réalisateur a tenté de faire des séances d'hypnotisme. D'hypnose. Hypnose. D'hypnosation. Voilà, merci. D'hypnotisation. Sur le jeune acteur pour ces scènes-là, qu'elles soient moins dures à jouer. En fait, il n'était pas du tout réceptif. Donc, en fait, il est allé dans le bain. Et effectivement, il prend 10 ans entre le début du film et la fin du film. Et je pense que symboliquement c'est ouf, et effectivement le montage final avec la photo d'Hitler et les images d'archives et qui sont montées à l'envers, donc cette haine qu'il a et qui veut tout annuler, remonter le temps, enfin c'est vraiment la puissance du montage, du son et de l'image et du jeu d'acteur combiné en une scène qui est juste ultra puissante. Voilà, c'est un film qui te piétine, qui met à terre et qui est très très beau. Et après je passe la parole, désolé, mais aussi par rapport à l'innocence perdue, et comment à la fois le film il va te montrer l'horreur frontalement et être très très dur à regarder, notamment la scène de la grange avec les enfants, tout ça, et d'autres fois il va te la suggérer et ça va être tout aussi dur. Par exemple sur le personnage de la jeune fille, on voit son innocence au début, elle est malgré le contexte assez joyeuse, et il la recroise à la fin, donc ils sont séparés pendant la plupart du temps du film, il la recroise à la fin et elle est métamorphosée, on dirait un zombie, elle a du sang entre les jambes, et en fait on sait pas ce qu'elle a vécu. C'est la même? Je me suis posé la question. Ouais, c'est la même jeune fille, et en fait juste physiquement c'est la même, ouais. Okay. On comprend, ça suggère tout ce qu'elle a pu vivre, et lui il a vécu un enfer et elle aussi, et en fait toutes les personnes qu'on n'a pas vues pendant le film, elles ont vécu ce même enfer différemment, et voilà, c'est un très grand film. Et c'est ce qu'il a vraiment vécu enfant, apparemment. Avec sa mère, ils ont dû fuir son village et elle les cachait, lui et ses frères et sœurs, sous des draps pour pas qu'ils voient les massacres. Hélène Klimoff a vraiment vu ça. Ouais. Ouais. Ah bah moi, comme Aurélien, je t'en ai un peu voulu d'avoir choisi ça. Parce que vraiment, comme Laurent, je l'ai découvert en salle à l'Étrange Festival. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de découvrir ce film en salle, parce que t'es assis, t'as pas le choix, t'es dans le noir et il y a ce son. Et du coup, c'est très oppressant. Par contre, tu dis, j'ai adoré, mais je ne veux plus jamais le revoir. Et donc, finalement, j'étais quand même contente de le revoir. En plus, je me suis rendu compte que j'avais un peu enfoui mon trauma, c'est-à-dire que j'avais oublié la fin, toute la partie avec la grange, etc. Et par contre, je me souvenais très bien du début, et qui est surtout qui est la partie la plus à hauteur d'enfant, on va dire, où lui, en fait, à la base, comme tu dis, il cherche un fusil, mais c'est plus pour jouer à la guerre, on va dire, parce que pour lui, il est encore dans ce jeu, que quand il est appelé pour aller avec les autres, il a envie d'y aller. En plus, il est galvanisé, on fait des photos, on rigole, on chante, etc. Et il veut être un héros. Et c'est ça. Et du coup, quand on lui dit non, finalement, t'y vas pas parce que t'es un enfant, il est très déçu, en fait. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est un vrai film anti-propagande, en fait.
Mais c'est vrai qu'en fait, les autres lui disent tu vas pas venir parce que eux ils savent à quoi il échappe en n'y allant pas. Et lui, il est déçu parce qu'il comprend toujours pas. Et après, il y a toute cette partie qui est quand même onirique parce qu'il y a une cigogne qui se promène, on sait pas trop. Enfin, il y a quand même des petits détails comme ça. Et petit à petit, ça s'enfonce. C'est vraiment le passage dans le marais. Enfin, il y a vraiment des choses très, très dures. Et moi, vraiment, il y a un plan qui m'a tuée dans ce film. C'est vraiment quand il s'en va. Enfin, lui, il dit non, ils ont dû partir ailleurs, machin. Il part du village où il cherchait sa mère et ses sœurs. Et que la jeune femme se retourne et elle voit ce qui se passe derrière la maison et elle dit non, allez, on court en avant et pour pas qu'il lui se retourne. Et vraiment, ce plan, il m'a tué, c'était un choc horrible. Mais ouais, non, par contre, vraiment, pour moi, c'est le plus gros film d'horreur dans lequel on va parler aujourd'hui dans cette émission. Et effectivement, en plus, il y a La Zone d'intérêt qui est sortie il y a pas longtemps sur la même guerre, quoi. Et en fait, je me demande en fait dans quelle mesure voir Requiem pour un massacre, c'est quand même pas plus intéressant. C'est moins un geste artistique ou esthétisant, même s'il y a clairement une mise en scène et des choix artistiques qui sont faits dans ce film-là. Par contre, je trouve qu'il marque plus qu'un... Enfin, j'ai bien aimé La Zone d'intérêt, il n'y a pas de souci, mais par contre, je me suis demandé dans quelle mesure ça... Après, c'est des films qui ont des sujets assez différents. Alors, je n'ai pas encore vu La Zone d'intérêt, mais je vois tout le dispositif, etc. Et c'est vrai que La Zone d'intérêt est du coup plus du côté allemand et va parler de la façon dont tu es capable de te distancier, d'ignorer sciemment tout le côté toute l'horreur de la machinerie que tu participes à mettre en branle et à appliquer sur un peuple. Là où Requiem pour un massacre est vraiment, pour moi, c'est un film sur... la guerre peut vous sembler fascinante parce que vous ne l'avez pas vécue, parce qu'elle a été romancée dans des films, etc. Alors que non. Et c'est vraiment le sujet du film, je trouve. Le truc va te marteler à quel point la guerre, c'est l'enfer sur Terre et qu'il faut vraiment jamais l'oublier pour que ça ne se reproduise pas. Quoi. Et pas la prendre avec légèreté. Quoi. Voilà. En fait, il faudrait forcer les gens à le voir une fois par an. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de guerre dans le monde. Moi, j'ai une liste de films comme ça que je pense que chaque adolescent devrait voir dans sa vie pour comprendre certaines choses importantes sur la vie. Et puis, je trouve la mise en scène hyper intéressante parce qu'il y a une sorte de simplicité brutale. Il fait beaucoup de plans épaules, face cam, presque regard caméra des acteurs en fait pour filmer leurs émotions, et c'est très basique, mais en fait il y a une pureté et ça décuple, je trouve, le jeu des acteurs qui sont tous vraiment ouf. Et tu parlais de petits détails bizarres, et c'est vrai qu'il y en a tout au long du film et ça rajoute une couche d'étrangeté qui met vraiment mal à l'aise. Et notamment il y en a aussi dans la prise d'assaut du village. Il y a 2 plans assez furtifs. Il y a un peu le chef des nazis qui a un espèce de petit tarsier sur son épaule, un petit marsupial. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il vient, et en fait il se passe des choses horribles devant lui, et lui ça fait un peu grand méchant de cartoon, tu vois, ou de James Bond avec son petit animal. Mais d'ailleurs lui, dans le héros qui est un enfant, lui il est attiré par ce petit animal, donc il a encore ce côté enfant, et il dit tiens, un petit animal, parce que puis il y a ce plan incroyable sur le singe où je ne sais pas qui, à la fin, si c'est son propriétaire, non, cache le petit singe sous un casque de soldat allemand pour pas qu'il voit la grange brûlée. Okay. Et c'est là, et ça c'est encore incroyable. Moi je me souviens que le colonel justement a cette tendresse envers cet animal pendant qu'il est en train de buter des dizaines de gens. C'est comme les nazis, ils adoraient les animaux soi-disant, alors qu'ils ont exterminé 6 millions. Et il y a cette femme nazie qui mange du homard. Il y a juste un plan, et lui donc le héros, le gamin, voit ça et c'est juste trop bizarre, quoi. C'est celle qu'on voit dans la voiture, et puis après qu'il retrouve à la fin. Ouais. Donc ça rajoute, je trouve, un petit truc au film, et voilà. Il n'y a pas d'acteurs dans le film, apparemment c'est que des paysans, et pour certains qui sont des survivants des massacres, vraiment c'est pour ça qu'ils sont tous des gueules, enfin qu'on y croit autant, quoi. Mais le tournage a dû être d'une intensité, je sais pas comment tu fais pour tourner ça, quoi, sans qu'il y ait une ambiance atroce. Sur le Blu-ray il y a pas mal d'interviews et de making-of pour voir. Enfin, du coup c'était intéressant de voir un making-of parce qu'on a tellement l'impression d'être en immersion dans la vraie guerre en regardant le film. Ouais, j'en ai pas regardé, mais j'ai trop envie. Et en fait du coup il y en a un sur le Blu-ray justement chez Potemkin, il y a tout ça et c'est intéressant. Il y a aussi interview du comédien qui a grandi depuis, et tu sens que ça l'a un petit peu traumatisé quand même. Il est bien, tout va bien, mais bon, il l'a vraiment vécu, comme tu disais, Joséphine, il le vit vraiment, quoi. En fait, il fait pas tout à fait semblant. Est-ce que vous savez s'il tue une vraie vache? Oui, je crois que oui. Ouais, je crois. À cette époque-là, on s'embrassait pas. Bravo. Vraie balle traçante, vraie vache, et donc vrai danger pour l'acteur. Ouais. Mais quand je vois, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, bon, c'est bien fait. En plus, avec puis après, je me suis renseigné, je fais,
Oh putain. En Ouais. plus, avec ces tirs de sulfateuse au rouge, là, ça fait presque SF. Enfin, c'est Ouais, vraiment. ouais. J'ai vraiment l'impression d'être dans un post-apo à plein de moments, quoi. Et Non. en fait, c'est presque le seul moment où je trouve que le film a un langage visuel presque de poésie de la guerre, en tout cas de fascination visuelle de composantes guerrières. Et je suis très ambivalent sur cette scène, c'est-à-dire que je la trouve extrêmement impressionnante en termes de mise en scène, de dispositifs, etc. Et en même temps, c'est presque le moment où je trouve qu'il bascule un petit peu de l'autre côté de ce qu'il voulait dénoncer. Voilà, mais dans une interview, il disait qu'en fait, il avait testé d'utiliser des artifices pour faire des explosions, notamment dans la boue. Et en fait, ça faisait des grands geysers et tout. Et au final, il s'est dit, bah non, en fait, des vraies explosions, ça va pas faire ça. Et du coup, c'est là où il a préféré utiliser des vraies armes pour pas peut-être justement pas tomber dans une esthétisation aussi. en fait, c'est sûr que si en plus c'est les vraies armes et c'est vraiment ce qu'elles font, bon bah du coup, il ne fait que retranscrire la réalité. Mais c'est vrai que sur l'effet, en tout cas que ça a sur moi, où d'un coup, je suis partagé entre l'horreur de ce qui est en train de se passer, de me dire putain, c'est beau. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il voulait provoquer, quoi. Mais comme la mise en scène, tu vois, j'ai l'impression que c'est steadicamé quasiment tout le Ouais. temps. Oui, beaucoup, ouais. Et le travail du steadicam est incroyable. Il y a plein de plans très longs, presque des plans séquences qui s'enchaînent. Qui nous voient un petit peu partout dans la forêt ou dans les maisons et tout, et qui suivent le personnage. Et c'est un peu un film de dos, ce que j'appelle les films de dos, c'est-à-dire les films où souvent les personnages sont suivis. C'est un genre dont je suis pas très fan, parce que je trouve que c'est un peu devenu un genre en soi, mais dans celui-ci, ça marche très bien. Et d'ailleurs, récemment aussi, on a eu un autre film qu'on espère voir revenir un jour en France, qui est un slasher vu de dos aussi, un peu, qui est très bien, qui était à Sundance cette année. Voilà. Non, mais grand film. Très bon choix. Oui, très bon choix. Bah, je passe du coup la tasse. Laurent, vas-tu tirer ton film? J'espère que. Je vais encore passer en dernier. Putain, c'est mon film. Oh là là, vas-y. C'est truqué. Je demande un huissier. Alors, je vais vous parler d'un film de 1990, The Reflecting Skin, L'enfant miroir en français, de Philippe Ridley. Rapidement le pitch, donc le film se déroule dans un coin de campagne américaine reculé, mais la campagne en mode champ de blé à perte de vue et ciel bleu écrasant, et raconte comme un garçon confronté à des événements horribles qui touchent sa famille successivement, et ses amis aussi, essaye de comprendre un petit peu ce qui lui arrive, mais va, par absence de repères moraux, de repères sociaux et de structures familiales solides, va être obligé de recomposer un petit peu tous ces événements à l'aune de son imagination fertile, et ce qui va le guider vers un choix terrible. Philippe Ridley, c'était son premier film. C'est un réalisateur très rare. Il a réalisé que 3 longs métrages dans sa carrière, malheureusement. Il avait commencé avec des courts métrages à la fin des années 80, Visiting Mr. Big et, j'ai des notes heureusement, The Universe of Dermot Finn. L'un qui rappelle pas mal L'enfant miroir, mais un petit peu en situation inversée, mais qui travaille un peu les mêmes thématiques. L'autre un peu moins, qui est plus une comédie un peu grotesque. Il a aussi écrit le scénario des Frères Craze, très bon polar de Peter Medak, la même année qu'est sorti L'enfant miroir, donc en 1990. L'enfant miroir, à la base, il voulait pas le réaliser, il l'avait juste écrit. Il a cherché un réalisateur, mais il n'en a pas trouvé qui épousait vraiment sa vision, donc il a décidé de le faire lui-même. Donc il est venu comme ça au cinéma, mais c'était un artiste assez accompli déjà à l'époque. Il a étudié les beaux-arts, les arts plastiques, et L'enfant miroir est né de... Alors, on va même remonter plus loin. En fait, Philippe Ridley, c'était un enfant malade. Très souvent, il avait des très sévères crises d'asthme, et il vivait souvent sous une tente à oxygène. Et donc, sa seule façon un petit peu de travailler son imaginaire, c'était les comics Marvel, qu'il lisait en abondance. Il m'avait dit même en interview, une fois j'avais interviewé au PIF l'année où il était venu, 2015, pour la présentation de la version remasterisée de L'enfant miroir. Il m'avait dit justement que il a regretté d'avoir jeté sa collection Marvel en grandissant, parce que s'il l'avait revendu à l'époque, il serait très riche. Et donc il a appris un petit peu à connaître le monde et l'Amérique, à une vision un peu fantasmée de l'Amérique à travers les comics. Et ensuite, il est devenu étudiant en beaux-arts, et il a notamment fait beaucoup de peinture et de collage. Et pour un travail pour l'école, il avait fait un travail sur l'Amérique. Et c'était des collages et donc des peintures où il mettait des images d'Americana. Donc l'Americana, c'est donc ce que je disais, c'est vraiment cette partie de l'Amérique avec des champs de blé à perte de vue et des fermes un peu délabrées, etc., qui a été notamment mis en majesté dans des peintures et dans un courant artistique qu'on appelle l'American Gothic, c'est-à-dire comment trouver le côté inquiétant dans ces images d'Épinal.
Et il a donc fait cette série de collages et de peintures dans lesquels il mettait des découpages d'Elvis Presley. Tous les hommes ressemblaient à Elvis Presley, toutes les femmes à Marilyn Monroe. Et il mettait souvent un enfant, qui pour l'anecdote était un découpage de Damien de la Malédiction, qui collait dans ses peintures. Et puis plusieurs amis à lui, en voyant ces peintures dans son atelier, lui disaient c'est marrant, on dirait un storyboard un petit peu, on a l'impression que ça raconte une histoire. Et c'est de là qu'est venue l'envie de tirer une vraie histoire de ça. Et donc, il a écrit cette histoire justement en projetant un petit peu son ressenti de ce qu'était cette Amérique-là, alors qu'il n'y était lui-même jamais allé. Il y est allé pour tourner, et encore, en fait, le film a été tourné au Canada et pas en Amérique. Et c'est comme ça donc, qu'il a abouti à ce scénario qui justement est un petit peu le même principe, c'est-à-dire comment tu construis une histoire à partir de choses que tu ne connais pas, et que tu vas finalement finir par aboutir sur une vision biaisée de la réalité. Il s'est aussi beaucoup inspiré de peintures de Edward Hopper et de Andrew Wyeth. J'ai poussé le film de mon micro pour regarder, et du coup j'ai fait du bruit parce que je connais moins ce peintre, mais qui a fait des peintures très connues, notamment une absolument extraordinaire d'une femme dans un champ de blé vue de dos, à moitié allongée, et qui regarde une maison, et en fait le cadre est idyllique, mais en fait on a vraiment l'impression quelque chose de flippant dans cette peinture, et je trouve que c'est complètement en fait un résumé de l'enfant miroir. C'est un film vraiment d'esthète, on sent que c'est un peintre qui a fait ce film. Je trouve que les cadres, alors moi je suis un scope addict, c'est pour moi le vrai cinéma, c'est le cinémascope. Mais quand un réalisateur manie très bien le 1,85, c'est juste magnifique. Et là, c'est du 1,85 et chaque cadre est une peinture, c'est d'une beauté incroyable. Au niveau des couleurs, c'est aussi la photo de Dick Pop est superbe. Et pour l'anecdote, Philippe Ridley a fait repeindre les plans, les champs de blé. Dans le jaune qu'il voulait, parce que incroyable. Pour lui c'était pas le jaune qu'il recherchait, et il voulait vraiment que tout soit à l'écran. Il voulait pas qu'il y ait de manipulation de la pellicule en post-production, et je trouve que cette exigence esthétique de tous les instants, c'est le propos du film en fait, c'est-à-dire le film nous montre une réalité qui n'existe pas, qui n'existe qu'à travers ses yeux à lui et les yeux de son personnage principal, et c'est ça qui va faire qu'on comprend ce qu'est en train de construire ce jeune héros dans sa tête, et qui va aboutir à ce drame qui va lui arriver. C'est un film qui n'a pas été, qui n'a pas marché. Alors quand il a été sélectionné à Cannes en 90. Il a eu un tel bouche à oreille qu'il a fallu organiser des projections supplémentaires, parce que les gens disaient mais c'est quoi ce film dont tout le monde parle, on veut le voir, etc. Il a été chopé par Miramax pour la distribution aux US, et le film a été mal marketé et n'a pas marché. Il a été même longtemps presque invisible, en tout cas dans des bonnes conditions. Il aura fallu attendre une ressortie en Blu-ray et en DVD pour que vraiment il revienne un petit peu sur le devant de la scène. Entre-temps, Philippe Ridley il a fait 2 autres films qui sont clairement dans la continuité de L'Enfant Miroir. C'est presque une trilogie, il le dit lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas refait de film depuis, c'est-à-dire qu'il se dit faut que je trouve un autre sujet. Il a l'impression avec ces 3 films d'avoir fait le tour. Et le deuxième, c'est Darkly Noon, qui est réalisé en 1995, je crois, c'est ça. C'est mon préf. Comment ? C'est mon préf. C'est ton préf. C'est vrai que c'est un film que j'avais loué en VHS. C'est comme ça que j'ai découvert Philippe Ridley, j'avais loué en VHS. Et je m'étais pris une claque avec le nouveau Viggo Mortensen. Non, Brendan Fraser. Et Viggo Mortensen. Ah, il est dans. Ouais, tout à fait. Il joue le mec du ouais. couple et avec Ashley Judd. Et donc c'est avec Brendan Fraser, c'est partie des films qu'ont révélé Brendan Fraser, et qui joue un grand simplet, un gaillard un peu simplet, échappé d'une secte religieuse, et qui trouve refuge dans une maison un petit peu isolée dans une forêt auprès d'un couple, et ça va partir en cacahuète. Et dans la tête de Philippe Ridley, le personnage de Darkly Noon, c'est le héros de L'Enfant Miroir, mais qui aurait grandi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé à Brendan Fraser de se teindre en brun, pour avoir un petit peu cette filiation, enfin, même si c'est pas vraiment une filiation, mais bref. Et donc ça parle à nouveau d'un personnage qui a un set de croyances faussées par rapport à la réalité du monde, et ce qui va complètement biaiser ses rapports aux autres et son conditionnement mental. Et puis en 2009, je crois, Philippe Ridley a réalisé Heartless, qui là est un film sur un personnage innocent, qui n'a pas forcément de... Lui, c'est un peu l'inverse. Il n'a pas un biais par rapport à son comportement social et sa vision du monde. C'est le monde, en fait, qui va d'un coup se mettre à fonctionner d'une façon qu'il ne va pas comprendre à cause de la violence, une violence qui va faire irruption dans sa vie. Et c'est son incompréhension de cette vérité sur le monde, parce qu'il ne soupçonnait pas que le monde était aussi violent, qui va réagir d'une façon qui va changer définitivement sa vie. Donc voilà, c'est une trilogie assez passionnante. Je trouve que Heartless est peut-être
un film un peu plus faible, un peu plus fragile, mais avec des moments extraordinaires. Darklino est un grand film, L'Enfant Miroir est un grand film. Voilà, si vous ne les connaissez pas, je vous enjoins à les voir. Et j'ai tout dit. Et L'Enfant Miroir est dispo sur Shadows. Sur Shadows aussi, tout à fait. Joséphine? Ouais, moi j'ai vraiment, vraiment adoré ce film. Merci pour la découverte, je ne l'avais pas vu. Que ça allait te botter. Ça me parle sur tous les niveaux. Je trouve le film vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup les films où l'horreur se passe en plein soleil. Parce que je trouve que ça rend l'horreur encore plus sombre au final. Et je sais pas si j'ai bien interprété le film, mais j'ai l'impression que c'était... Enfin, il y a ce truc où pendant le film, les personnages vont détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui est innocent, comme si ça faisait du coup écho à la bombe atomique. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs de là que le film tire son titre original, The Reflecting Skin, puisque ça fait mention à une photo qu'à un moment donné le personnage de Viggo Mortensen, qui joue le grand frère du héros, montre au jeune héros d'un enfant irradié dont la peau est devenue argentée et presque reflétant ce qu'il y a autour de lui. Je me demandais d'où venait le titre, justement, voilà. J'avais pas compris l'origine du titre. Mais ce qui est marrant, c'est dans cette séquence, au final, l'enfant, lui, il a envie de poser plein de questions sur ce bébé, il trouve ça presque un peu magique, alors que Viggo, il raconte un truc horrible. Oui, voilà, ouais. Oui, parce que le personnage de Viggo Mortensen on comprend, faisait partie de l'équipage qui a largué les bombes atomiques, et il va en revenir changer à plus d'un titre. Et en fait, c'est un film sur la fin de l'innocence d'un autre personnage, mais c'est aussi un film sur la fin de l'innocence de l'Amérique. Mais ce qui est encore paradoxal, c'est que c'est raconté par un Anglais qui a priori n'a pas de connexion autre que de ce qu'il a appris dans les livres d'histoire, etc. Mais la façon dont il arrive à glisser tous ces thèmes, et il y en a plein dans le film, des thèmes, l'homosexualité refoulée et pointée du doigt du père, et plein d'autres encore, le deuil de la voisine, qui est un personnage absolument magnifique, rien que son nom, Dolphin Blue, c'est tellement beau, comme je ne sais pas d'où ça vient, c'est complètement magique. Et je trouve que voilà, le film a plein de strates, mais tout s'emboîte de façon vraiment super naturelle, jamais forcée. Et du coup, le film est d'une richesse visuelle et thématique constante. Et puis, il y a des numéros. Ça joue très bien, c'est pas... Et en même temps, parfois, c'est assez outré comme jeu, mais comme le film est toujours sur une base de surréalisme assez fragile, où tu es toujours un petit peu au-dessus de la réalité, sans jamais être vraiment dedans, je trouve que ça participe pas mal. Puis il y a des plans... chaque plan est trop beau. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une peinture tout le temps. Ouais. Et puis des mouvements de caméra complètement élégiaques au-dessus des champs de blé, avec des mouvements de grue incroyables qui accompagnent les sentiments des personnages, avec cette musique sublime. C'est le même compositeur qui a fait toutes les musiques des films de Philippe Ridley, dont j'ai oublié le nom. Il a formé un groupe de musique avec ce compositeur. Mais d'ailleurs, sur ce que tu disais par rapport à la thématique de ce podcast, sur le point de vue de l'enfance, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même alors c'est très beau, mais c'est quand même très austère la vie. Et en fait, je trouve ça intéressant de montrer à quel point l'imagination d'un enfant, elle va se nourrir de l'austérité, de la pauvreté, on va dire, de ce qui se passe autour de lui, pour inventer ses propres histoires, son propre imaginaire. Après, il y a le côté, la cruauté aussi des enfants, et qui fait écho avec la cruauté de ce qui se passe soit dans la guerre, soit entre les adultes eux-mêmes. En plus, les adultes, ils sont un peu bizarres quand même, donc ça aussi, il y a ils sont tous dans leur propre... ils sont tous enfermés dans leurs croyances et dans leurs mensonges, etc. Et par rapport à Viggo, en fait, la perte d'innocence, elle est aussi pour lui, je trouve, parce qu'il y a vraiment ce moment où il arrive, et donc son petit frère le rejoint, ils sont au milieu du champ, donc c'est magnifique, c'est jaune, le ciel est bleu, etc. Et Viggo, il dit « Ah, c'est toujours aussi moche ici ». Et en fait, là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, parce que nous, on est émerveillés depuis le début du film par tous ces paysages, et quand à la moitié du film, lui, il arrive et il dit « Non, c'est moche ». Il était en Biélorussie. Voilà, il était dans Requiem pour un massacre juste avant. Non, mais du coup, on se dit, lui, il est cassé, en fait, et on va le voir après. En plus, cette scène, il y a ça, et puis en plus, son petit frère vient le rejoindre avec un drapeau américain sur le dos. Cette image d'Americana extraordinaire. C'est un gamin qui court au milieu des champs de blé avec un drapeau américain qui fait flotter comme une cape de super-héros. Il va rejoindre son grand frère héros de guerre, et son grand frère va dire « Ah, c'est moche ici ». Il va prendre le drapeau, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Balance-le ». Et t'as déjà tout compris sur le personnage et sur ce qu'il ressent. Et comme dans Requiem pour un massacre, il veut être un héros, et en fait... Oui. C'est juste de la destruction et de l'horreur. Et la fin des derniers plans des films, des deux films sont assez similaires aussi. L'Enfant Miroir est ouf. Et c'est vraiment cette fin sans spoiler, mais c'est
c'est la fin de l'enfance de la façon la plus violente possible. Et je pense que pendant tout le film, le personnage est sur la brèche de. Enfin, en fait, c'est l'univers adulte qui vient violer l'enfance constamment au sens figuré. Pas que d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, ouais. ça se passe malheureusement au sens propre. Ouais, et c'est ce cri de rage, il a lutté, mais il peut plus. L'imaginaire n'est plus là, et c'est la dure réalité qui prend le dessus. Ouais, c'est surtout qu'il comprend en plus la portée de son acte, puisque sans rien vous dire, il va faire quelque chose qui va se révéler dramatique, et quelque chose qu'il fait en étant persuadé qu'il est dans l'histoire qui s'est fabriquée. Et c'est quand il va comprendre vraiment l'effet que ça a sur les adultes autour de lui et sur quelqu'un qu'il aime, qu'il va comprendre la portée de son acte. Et en fait, ce cri, c'est à la fois un cri de désespoir, mais c'est aussi presque un cri de... maintenant, ça y est, j'entre dans la nouvelle partie de ma vie, quoi. Et puis, auparavant, il s'était passé autre chose qui ne l'avait pas fait basculer dans la réalité. C'est qu'il y a un énorme incendie, on va pas dire dans quelles circonstances. Et lui, il regarde ça comme si c'était la plus belle chose qu'il avait vue. Et c'est là encore, on comprend qu'il est complètement déconnecté. Et pourtant, les choses horribles, il va les rendre belles. Enfin, il y a un bébé mort. Oui, c'est vrai, il y a pour un ange. Alors que c'est l'horreur. C'est l'horreur qui s'immisce dans l'imaginaire de l'enfance. Et à l'arrivée, ce que le film nous dit, c'est que l'horreur ne vient pas des vampires, des démons et de tout ce qu'il imagine, mais bien de juste l'humain. Et il apprend ça durement. Après, il n'y a pas de chance, dans son petit coin de campagne, il y a quand même un beau condensé de connards et de monstres. J'ai l'impression qu'il fait... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il a presque, par moments, des guests qui viennent d'autres films. Genre, pour moi, les truands, là, c'est vraiment Génération Perdue, tu vois. Ou on dirait un peu les loupards de Stephen King. Ça fait un peu les 4 cavaliers, parce qu'ils sont dans leur voiture, ils sont 4, on ne sait pas trop... Et puis ce shérif ultra lynchien, c'est clair. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs très lynchiens dans le film, notamment les 4 dans leur voiture qui se baladent, on sait pas trop d'où. Belle voiture rutilante. Et effectivement, le flic qui porte sur lui des stigmates, mais c'est jamais expliqué, mais du coup, tu t'imagines une histoire et tout. Non, mais c'est... Si, il dit à un moment que c'est une guêpe qui l'a piqué dans l'œil. Mais il lui manque une main et un bout d'oreille aussi. Oui, et que tous les trucs qui lui sont arrivés, c'est des animaux qui lui ont fait. Du coup, il a un peu d'ex, un peu nul. Mais c'est vrai que le film est drôle en plus, par ailleurs. Il y a un vrai humour noir pendant tout le film. Mais je reviens juste sur la scène de l'incendie qui... Là, quand j'ai revu le film, pareil, je me rappelais pas que cette scène elle était aussi puissante. Mais pas seulement l'incendie, mais ce qui amène toute la scène avec son père, juste avant qu'il commette l'irréparable. Et quand il relève la tête et qu'il voit que son fils est là, et puis bim. Mais c'est le très timing beau. de montage. C'est très, très tu beau. t'attends à voir le truc et en fait, hop, tu coupes au noir et après, tu as les mains, la vision subjective avec les mains de l'enfant qui s'écartent et tout. Mais c'est d'un lyrisme. Puis en fait, tout le film est un mécanisme de défense d'un enfant qui se protège inconsciemment de toute l'horreur autour de lui. C'est en ça que c'est un conte, c'est qu'en prenant une distance à travers le fantastique et toutes les choses qu'il imagine, c'est comme si ça lui permettait de supporter la violence qui l'entoure. Et c'est un film qui me fait penser à un autre film qui est Thailand de Terry Gilliam, qui est le seul Terry Gilliam que j'aime bien, mais voilà, qui est en version glauque plus. Mais on est vraiment sur déjà le même décor, le même genre de décor et la même thématique d'une gamine qui va fabuler la dure réalité de l'horreur autour d'elle et qui va mettre par-dessus une couche d'onirisme et de merveilleux, détraqué du coup, mais qui est là. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec Thailand. En tout cas, le point commun aussi jusqu'ici, et peut-être ensuite on verra, c'est que c'est pas des enfants pour lesquels on est très empathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même c'est pas l'enfant attendrissant et mignon. Enfin là, surtout dans l'enfant miroir, il est quand même un peu antipathique cet enfant. C'est clairement la cruauté de l'enfance chez lui. Elle est pas cachée, elle est clairement là et ça fait partie des choses qu'on doit accepter sur le personnage. L'intro est géniale. Cette scène est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vrai que finalement, je pense que c'est vraiment dans Requiem pour un massacre qu'on a peut-être le plus d'empathie envers le personnage de l'enfant finalement, parce que il est broyé dans une machine tellement plus immense que lui. Il est tellement victime de quelque chose dont il ne maîtrise aucun des tenants et aboutissants et pour lesquels lui aussi. En fait, c'est vraiment tous des personnages d'enfants à qui on n'a pas expliqué les règles et à qui on n'a pas expliqué le monde. Et faut-il expliquer le monde aux enfants tel qu'il est? Faut-il leur laisser cette partie d'innocence? En fait, je crois que c'est marrant parce que du coup, j'y avais même pas pensé, mais je crois que c'est un peu les thématiques des films qu'on a choisis.
Est-ce qu'il faut maintenir l'innocence ou est-ce qu'il faut attendre qu'elle se brise toute seule et dans tous les films qu'on a choisis, quand elle se brise toute seule, ça fait très mal quand même. Et en même temps, les enfants ils ont des stratégies pour éviter eux-mêmes la réalité. Donc, Peut-être pas dans le dernier film dont on va parler. Alors, Bon, bah, tu me tires. Je vais tirer le petit du coup, papier. c'est bien, Si à on a chaque fait, émission, je vais le en faire. ordre chronologique finalement. c'est incroyable. Oh, c'est ton film, Aurélien. Alors, donc moi je vais vous parler de Found de Scott Schirmer, qui est un film de 2012, film américain. Qui malheureusement n'est pas sur Shadows, mais on aimerait. Malheureusement, écoute, on discute avec le réal et le prod, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je pense que c'est pas de leur faute non plus. Il y a des histoires obscures de droit. Peut-être ça arrivera un jour, mais on aimerait bien. Donc le film est aujourd'hui disponible nulle part en France. Il a été brièvement disponible sur Hotbuster à un moment, mais il n'y est plus. Donc voilà, on verra, on espère. J'ai parlé de 2 films, vous verrez pourquoi. Donc de quoi ça parle Found c'est l'histoire de Marty, qui est un petit garçon qui vit dans une banlieue américaine, qui a une vie plutôt classique, même si pas forcément facile. Il se fait un peu bullied à l'école. Ses parents ont une relation plutôt dysfonctionnelle et entre eux et avec lui. Et pour pallier à ça, Son père est un peu un gros raciste aussi. Oui, son père est un bon gros connard. Mais je veux dire, ça reste Une famille américaine normale. ça reste classique, tu vois. Et vieux cliché. pour pallier à ça, il va s'évader dans les films d'horreur et les comic books. Notamment, il a créé un comic book avec son meilleur ami, avec des super-héros. Voilà, toujours un peu sanglant, un peu morbide. Et en fait, un beau jour, il découvre que son grand frère est un serial killer. Et donc le film commence sur cette phrase mon frère garde une tête humaine dans son placard, qui est dit par Marty en voix off, dont la voix off va revenir tout au long du film. Pour le contexte, c'est un film de 2012, c'est vraiment une toute petite production indépendante. C'est un film qui a coûté $8 000, donc c'est vraiment rikiki, ça se voit un peu, parce que le film a aussi des vrais défauts techniques, on pourra en parler. Il est adapté d'un roman de Todd Rigney, du même nom, qui date de 2004. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce film parce que c'est déjà, moi j'aime bien prendre des films vraiment pas trop connus et pour les faire découvrir. Et enfin, je dis pas que vous avez pris des films connus, hein, mais je suis allé piocher vraiment dans des trucs un peu obscurs. Et puis c'est un film qui m'avait marqué quand je l'avais vu à l'époque. Pour le coup, on adopte vraiment le point de vue de Marty pendant tout le film. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment l'horreur qu'il a choisi de vivre, c'est-à-dire à travers les films d'horreur, l'horreur en fait divertissement, qui est un échappatoire sain pour lui, elle va se mêler à la dure réalité du fait de découvrir que son frère est un serial killer. Et en fait, il garde des têtes dans un sac de bowling dans son placard. Et Marty, en fouillant la chambre de son frère, tombe dessus. Il va décider de ne pas en parler, de ne pas aller à la police, de ne pas parler à ses parents et de garder ça pour lui. Et il va exercer une sorte de fascination pour son frère, un peu entre crainte et fascination et admiration. Et en fait, tout le film, ça va être un peu ça, ça va être cette brèche. Est-ce qu'il va rejoindre son frère? Est-ce qu'il va faire en sorte de s'allier à lui, enfin de verser dans cette horreur aussi, ou est-ce que au contraire, il va réussir à en sortir et à parler à quelqu'un en fait? Mais en fait, il se confronte aussi beaucoup à des murs dans le monde des adultes qui sont pas très conciliants, avec un père assez violent qui ne l'écoute pas, une mère plutôt aimante mais choisit de détourner les yeux, voilà, par facilité. Et donc voilà, et puis le film culmine en un climax assez mémorable, que je ne vais pas spoiler ici, mais qui moi à l'époque m'avait vraiment marqué au fer rouge et qui a fait que j'ai gardé le film en moi, parce que vraiment au-delà de ça, il a des vrais défauts, c'est-à-dire que notamment technique, je trouve que le film a une grosse tendance à la surexposition visuelle. Enfin, il y a plein de plans où la lumière est assez mal gérée, le jeu d'acteur est pas toujours aussi vraiment là. C'est un peu trop long aussi, c'est un petit peu long, il y a un peu trop de sous-intrigues par moment. Voilà, mais je trouve que les deux frères jouent bien. Moi j'aime beaucoup le jeu du jeune acteur qui joue Marty et puis de son grand frère. Les parents, c'est un peu plus, il y a des trucs un peu plus problématiques, mais en fait ça devient secondaire parce que je trouve que le film est vraiment bien écrit et le character development est très intéressant, notamment celui de Marty. Je sais pas, on a envie de suivre ce gamin, on a envie de voir où ça va aller, on a envie qu'il s'en sorte, même s'il a un côté sombre aussi en lui. Et la fin est complètement anti-manichéenne et assez passionnante. Je vous laisse, j'aurais d'autres trucs à dire peut-être, mais je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé? Moi, j'ai détesté ce J'en film. étais sûr. Non, vraiment, j'ai eu du mal à le regarder jusqu'au bout.
Après, je comprends mieux quand tu dis qu'il a été fait avec $8 000 et tout, je comprends mieux, mais c'est vrai qu'en tout point, j'ai trouvé le film raté, que ce soit la mise en scène, les cadres, le jeu d'acteur que j'ai trouvé horrible, la lumière horrible, le scénario, je comprends pas, cette violence qui me semble gratuite où je suis pas dedans, je m'en fous et j'ai pas envie de voir juste des têtes décapitées pour voir des têtes décapitées. Et voilà, non, j'ai pas du tout accroché. Ok. Désolée. Ah non, alors il y a aucun souci. C'est le jeu. Bah oui, bien sûr. Alors, tu as parlé de la meilleure partie du film, c'est-à-dire la phrase qu'il prononce au tout début du film. Parce que la prémisse est hyper excitante. C'est-à-dire, j'ai découvert une tête dans le... Là, tu es là, tu te frottes les mains, tu fais oui. En plus, il y a un petit générique vu et revu 1000 fois en forme de comic book. Tu dis, il va y avoir un. Donc, le générique est mieux que le film. Ouais, mais au final, il correspond à rien au film. Et du coup, le fait que, effectivement, c'est de son point de vue, que tu comprends qu'il a de l'imagination et que peut-être que tout ça, il l'invente. Il y a toute une partie quand même où on doute. Et donc, on se demande où ça va aller. Et malheureusement, ça va pas très loin. Et comme disait Joséphine, moi je trouve ça laid en fait. Enfin vraiment visuellement c'est horrible. Et moi qui reçois beaucoup de courts-métrages internationaux, notamment des courts-métrages, ça me fait vraiment penser à une facture de courts-métrages un peu cheap américains parce qu'eux ils en font beaucoup. Et vraiment c'est pour moi le bas en termes de facture technique. Mais à la rigueur j'aurais pu passer outre. Mais le jeu des acteurs est horrible. Enfin peut-être pas le héros, mais en tout cas ses parents c'est une catastrophe. Et en plus il y a des pistes qui sont pas exploré, notamment tu disais Laurent, le père est raciste et à un moment donné on pense que le frère a des motivations racistes dans ses meurtres et au final c'est un peu abandonné en cours de route cette idée. Oui mais c'est mentionné quand même. Il le mentionne mais en fait je pense que c'est surtout le fils prend ça comme excuse. Presque, parce qu'en fait, on sent qu'il prend plaisir global à tuer, mais au début, parce que c'est souvent des femmes de femmes noires qui sont dans son sac, et comme son père n'arrête pas de dire que les noirs sont en train de pourrir le quartier, et à un moment donné, il dit à son frère, oui, même ça, mais papa il a raison. Mais tu vois l'influence du père, je trouve que là, par exemple, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on se raconte nous. C'est pas dans le film. En fait, tu vois, c'est quand même une surinterprétation qu'on peut avoir. On comprend à la fin quand il se passe ce qui se passe, que en fait, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vu les personnes à qui il s'en prend à la fin, c'est juste qu'il a envie de tuer. Enfin, il a un plaisir sexuel. Enfin, ce qui est a priori la définition du meurtre en série, c'est de trouver un plaisir sexuel dans l'acte de tuer. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi un Oedipe carabinier parce que vu la façon dont les choses se passent. Mais encore une fois, tu penses que, c'est-à-dire que en fait, on projette des choses. T'as ce plan où il arrive dans la chambre, donc le grand frère à poil avec un énorme sexe, qui est d'ailleurs terrifiant, qui a été censuré en Australie. Il me paraissait normal. Mais non, je Ah bon? C'est un faux sexe en plus, hein? Et en fait c'est encore un film je trouve sur l'horreur qui vient accabler l'innocence enfantine, et même dans ce que Marty aime, donc les films d'horreur, il va en louer au vidéoclub, ça s'immisce là-dedans, c'est-à-dire qu'il peut même plus apprécier ça parce qu'il va regarder un film, il va voir que en fait son frère c'est le tueur, que le tueur du film c'est son frère, il va le voir dans le film et il arrive plus en fait à passer outre. Et en fait et d'ailleurs à propos de ça, un des films qu'il loue au vidéoclub c'est Headless, et qui est un espèce de slasher avec un mec qui coupe des têtes pour éjaculer dedans, et donc c'est un faux film, c'est un film dans le film, il y en a deux, il y a ça et Creature from the Deep je crois, ou Deep, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. On va créer je pense un label les films d'Aurélien Zimmerman quand même, parce qu'entre Nécromantique et ça et donc non, pour finir sur Headless, je voulais en parler, donc ils ont tourné une espèce de court-métrage avant le vrai tournage du film, pour faire ces images dans la télé, et en 2015, donc 3 ans plus tard, il y a Arthur Kalifer qui était co-scénariste et maquilleur sur Found, qui a réalisé Headless, et donc qui a réalisé vraiment le long métrage Headless, qui est une autre paire de manches aussi bien gratinée, mais qui est un film qu'on pourrait vraiment mettre dans la mouvance un peu de Maniac. Alors pareil, c'est très fauché, c'est assez moche à plein de moments, mais je trouve pareil qu'il y a un scénario intelligent et il y a un caractère développement qui est très intelligent. On va suivre vraiment, on va être dans le quotidien d'un tueur en série, et on va voir toute son enfance, c'est ce qui l'a amené à avoir cette obsession pour les têtes coupées, et puis c'est combiné avec juste du cinéma d'exploitation, un hommage c'est tourné un peu comme dans les 70s, il y a une fausse bande-annonce au début un peu grindhouse et tout, et vraiment on va être aussi dans du pur gore récréatif, bien sale, donc moi c'est aussi un film que j'aime beaucoup, Headless. Voilà. Mais du coup, ce que ça me fait penser qu'en fait tout le film aurait pu être mieux
si finalement il n'y avait pas cette fin qui est, comme disait Joséphine, hyper gratuite, parce que tout est construit quand même pour sous-entendre que, tu vois, il regarde un film, il imagine son frère, que lui, il se monte aussi à un truc. Et finalement, le fait que la fin, bon, on est en total spoil, désolé, en même temps, le film est introuvable, que la fin confirme tout ce qu'il s'est imaginé, t'es là, bon. Ah, mais il s'imagine pas, c'est acté que son frère, c'est un tueur dès le Ouais. début. Enfin, c'est juste que la fin balance tout d'un revers de la main. De toute façon, il n'y a aucun espoir de rédemption. C'est juste un énorme psychopathe. Et pareil, c'est encore une fin sur un gamin dont l'innocence est complètement brisée et on se demande ce qu'il va devenir après, quoi. Ah bah le plan de fin, clairement. Ouais. Alors moi je vais venir à ta rescousse. Merci. Alors c'est pas un film que j'adore parce que pareil, bien sûr, les défauts techniques de jeu, de mise en scène, de lumière et tout, et même de structure narrative sautent aux yeux et t'agressent tout le temps. Moi en fait je vois le film en me disant putain, s'il y a un vrai réalisateur avec un minimum de budget et de la péloche plutôt que ce DV horrible. Moi, le scénario, en fait, je trouve qu'il dilue trop son propos dans des scènes de construction psychologique dont il n'a pas besoin, parce qu'en fait, si en effet c'était mieux écrit, il serait capable d'aller plus vite au point auquel il veut arriver. Mais je trouve en revanche que dans l'optique d'un scénariste pas très expérimenté, chaque scène a son utilité dans la construction des personnages. Au moins, on peut pas lui enlever ça. Puisque j'aime bien, et en même temps, je trouve que ce côté amateur donne au film un côté très curieux j'ai fait ça dans mon coin, mais en même temps, l'histoire que je raconte, elle est quand même très dure, très profonde. C'est pas de l'exploitation. Pour le coup, le film, c'est vraiment pas un film d'exploitation. C'est de l'horreur psychologique. C'est de l'horreur psychologique. Et en plus, c'est une réflexion sur l'horreur. Je trouve que en fait, c'est un peu une réflexion sur ce qu'est un film d'horreur, comment le public d'un film d'horreur peut le recevoir et comment le grand public peut percevoir aussi le genre d'horreur. C'est-à-dire, tu as un gamin qui aime l'horreur parce que ça l'amuse, ça le fascine et ça l'amuse. Et puis, tu as aussi son grand frère qui, lui, est un personnage qui aime aussi l'horreur parce qu'il lui conseille des films. Il dit, tu vas louer celui-là, etc. D'ailleurs, c'est lui qui lui donne Headless, c'est qu'il a volé la cassette. Voilà, tout à fait. Donc, et il y a ce rapport, cette fascination à l'horreur. Et tu as d'un côté un personnage qui arrive à faire le discernement entre l'horreur des films et l'horreur dans la vraie vie. Et comme tu disais, pendant tout le film, on se demande comment il va basculer, quel va être son choix, et qui bascule pas, et qui décide, et qui est sain malgré l'environnement familial dans lequel il baigne et qui est dysfonctionnel à un niveau au début à peu près normal. Bon, un père raciste, malheureusement, ça arrive. Un frère serial killer, un peu moins. Et puis, en même temps, tu as ce personnage du frère, mais en fait, on comprend que le frère, c'est pas l'horreur qui l'a amené comme ça. C'est un personnage un personnage qui a tout le temps été comme ça, qui a dû grandir en comprendre qu'il était comme ça. Peut-être qu'il a cherché même. Alors là, pour le coup, c'est moi qui extrapole. C'est pas le film qui m'a. Mais peut-être qu'il a même cherché à comprendre ce qu'il était en étant attiré par le cinéma d'horreur, peut-être pour compenser quelque chose, réfréner des pulsions, on sait pas, parce que. Mais je trouve que voilà, le film nourrit comme ça tout un discours de façon un peu maladroite, mais quand on aime bien se projeter dans les films et quand on aime bien un peu explorer les symboles, etc., je trouve que pour un tout petit budget de $8,000 tourné dans son coin avec pas de matos et des acteurs pas du tout expérimentés, je trouve qu'il y a quand même plein de petites choses à grailler comme ça à droite à gauche qui sont intéressantes, et puis le film a une progression dramatique quand même assez implacable, et cette fin moi personnellement je trouve pas gratuite, parce qu'à un moment donné il faut bien avoir un arc et il faut bien avoir un pic, un climax, et en fait c'est un climax qui est inévitable, et en fait l'histoire ne peut aller que vers là, parce que si c'est pour dire bon bah j'appelle la police et puis on va arrêter mon frère et ouf j'ai sauvé des gens, tu racontes pas d'histoire en fait. Alors que justement arriver à un truc où bah la violence dans le cinéma, tu peux la maîtriser, la violence de la vraie vie quand elle arrive, tu la subis, surtout quand tu es un enfant. Et finalement, je trouve que le propos est presque aussi intéressant que dans les autres films qu'on a abordés, mais il est mis en scène et raconté d'une façon beaucoup plus maladroite. Surtout que pardon, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais juste dire, j'ai juste l'impression en regardant le film. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une vision du monde proposée ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression qu'il a fait ce film pour filmer des trucs dégueux et sans vraiment avoir quoi que ce soit à nous raconter. Donc j'ai l'impression de subir ça. Je vois ce que tu veux dire. Alors après, vu qu'on a bouffé tellement de films d'exploitation extrêmement gratuits dans juste leur envie de... Il faudra qu'on te montre ou pas. Non, en fait, d'ailleurs, des trucs comme... merde, on en parlait, les Vomit...
Murder, Vomit Dolls, je sais pas quoi. Voilà, tous ces trucs-là, voilà, qui sont les trucs August d'exploitation. Burns Voilà, August Burns, ça c'est un c'est groupe de de la métal. musique. Non, August Underground. August Underground, voilà, qui sont des films d'exploitation de gore addict qui ne On n'est pas filment. là-dedans, je trouve. Non, on n'est pas du tout là-dedans, justement. Mais voilà, nous, on en a mangé pas mal. Et donc, c'est en ça que pour nous, Found va quand même se différencier de ça. Parce que les films d'exploitation underground, petit budget, qui sont juste là pour te montrer des gens en train de subir des choses infernales pendant 1h25 avec du vrai vomi, etc. Il y a quelque chose en plus dans Found, et il y a aussi plus de retenue finalement. Oui, parce qu'en plus, lui, il reste du point de vue de Marty, donc de l'enfant, pendant tout le film. Parce que même à la fin, Marty est dans la chambre, ligoté au lit, il ne voit pas ce que son frère fait, en fait. À qui bon, voilà. Et on voit, on attend, on est dans l'expectative avec lui, et puis on voit débarquer son frère à un moment dans la chambre, et le plan est c'est terrifiant. Terrifiant. Parce que bon, le frère, voilà. Mais et c'est toujours de son point de vue. Et pareil, le plan final qui est hyper, qui est assez ouf. On est encore avec Marty, on est encore dans ce qu'il vit. Et le frère, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas. Voilà. Donc, il a l'occasion de filmer des trucs atroces à des moments, et je trouve qu'il le fait pas, parce qu'on reste du point de vue de Marty. En fait, ce qui est presque dommage, c'est Headless. Pour moi, c'est le. En fait, le problème, c'est que quand tu vas montrer un personnage en train de regarder un film d'horreur, déjà que ton film est un peu cheap, le film dans le film que tu montres est le truc le plus cheap de l'histoire du cinéma, et on est vraiment pas loin. Pour le coup, je trouve que ça impacte vraiment la crédibilité du film. Mais bon, tout ça fait partie de toutes ces petites choses. Moi, ça me charme. Et ou grandes choses dans le film qui sont pas assez maîtrisées pour l'ambition que ça a. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé voir ce scénario écrit par quelqu'un qui écrit mieux, réalisé par quelqu'un qui réalise mieux, et joué par des gens qui jouent mieux, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose, et que malgré toutes les grosses stars du film, moi je suis comme toi, la première fois que je l'ai vu il y a une paire d'années de ça, voire bien plus, je m'étais dit putain, c'est cheap, mais il y a un truc quand même. Il y a... Surtout que ces deux films d'après à Scott Schremer, donc qui sont Harvest Lake et Planked Face, c'est juste cheap et pas bien. C'est con. Ouais. Mais en fait, je pense que le film, j'aimerais bien. Je suis curieux de lire le livre dont c'est tiré, parce que je pense que le film tire toutes ses qualités du bouquin en fait. Il y a des chances quand même. C'est possible, je l'ai pas lu. Et donc il faut faire des remakes de mauvais films, s'il vous plaît. Ouais, c'est souvent mieux, parce que faire des remakes de bons films, ça n'a pas grand intérêt en général. Voilà, quelque chose à rajouter sur Found? Non, juste sur Found, ce que je trouve assez intéressant finalement, pour retomber sur tous les films dont on a parlé, c'est que ça fait quand même 3 films de fratrie en fait, aussi sur Fantasme et sur L'Enfant Miroir, ce truc aussi de la vision du grand frère et de ce que tu projettes comme étant l'âge adulte quand tu as un grand frère, et je trouve c'est le seul point commun Tout à fait. que je vois entre ces films. Comme pour un massacre, le personnage est le grand frère finalement, parce qu'il a des petites sœurs jumelles aussi. Trop mignonne, les pauvres. Bref, très bien. Eh bien, nous avons terminé cette partie, et donc comme nous avons été célestes, rapides, et nous avons le temps pour un petit jeu. Incroyable. Tu voulais pas faire des recos Shadows? On fait à la fin? Ah, à la fin? Ok, fin. Parfait. À la fin. Allez, c'est parti, on va faire un petit jeu. Attention, jingle. Hello. Do you want to play a game? C'est très sec. Alors, Do you want to play a game? yes. Alors, il faut savoir qu'autour de cette table, à part Aurélien qui va être le Game Master, nous ne savons absolument pas ce qui nous attend. Et on a peur. C'est un peu un crash test. D'accord, ok. Déjà, avant de commencer, je fais juste une petite dédicace, parce que c'est pas moi l'inventeur de ce jeu, je sais même pas si c'est eux, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont fait découvrir, ces 3 potes, Tristan, Pam et Romain. Donc, merci à vous de m'avoir fait jouer à ce jeu il y a de longues années maintenant. Mais voilà, j'ai repris l'idée. On va jouer à... J'ai trouvé le nom par contre. POV Créature. POV POV. Je vais vous faire une petite... Point of view. Une petite introduction. Durant ses longues nuits solitaires dans son manoir, le docteur Frankenstein décide de tenter de rendre le monde meilleur en créant un nouveau type d'être suprême qui serait le mélange parfait de 2 choses entièrement différentes. Seul problème, Frankenstein est dépressif, alcoolique et un peu con, avouons-le. Ces patchwork monstrueux n'ont aucune utilité et sont en plus condamnés à une vie de souffrance et d'indifférence polie. Rendons-leur hommage aujourd'hui en se mettant dans leur peau. Car c'est en comprenant la douleur, le vécu et le point de vue d'autrui qu'on évitera peut-être la déchéance absolue de l'humanité. Votre rôle, tu t'es cassé les fesses, quoi. Votre rôle ce soir est donc primordial. Slow clap. Merci. Donc, POV Créature.
Je vais vous donner un exemple. Donc on va se mettre du point de vue, POV, de création monstrueuse du docteur Frankenstein. Je vous donne un exemple, je vous donne la réponse, comme ça vous voyez. POV. Quand tu es un acteur franco-turc qui a joué dans Nikita et que tu te retrouves piégé dans le corps d'une poupée. Ça donne Chucky Cario. Ah Voilà. Ok, d'accord. Waouh. Donc j'en ai 6. Ok. C'est parti? Ah ouais, C'est parti. Vous êtes chaud? Je pense que j'ai compris. Je vais compter les points. Vas-y. Quand tu es un éléphant roi tout mignon, mais que t'aimes pourfendre tes ennemis et cramer des villages. Apocalypse Et- Jumbo. Et Dumbo. les en Asie. Nope. Attends, c'est Dumbo. Baba. Un éléphant roi. Oui. Ah bah. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu crames quoi? Quand tu es un éléphant roi tout mignon, mais que t'aimes pourfendre tes ennemis et cramer des villages. Baba Requiem pour un massacre. Non. Conan le Babar. Oui, Oh, c'est ça, bravo. Un point bravo. pour Laurent. Oui, je précise que bien Très bon, évidemment, très bon, c'est bravo. toujours loué. C'est une réponse collective. hein. C'est toujours lié au cinéma de genre. Vas-y, ça y est, c'est bon, je suis chaud. Celui-là est bien. Pourquoi les autres sont nuls? Oh, Conan le Si, Bavard, si. c'était pas mal. Non, mais celui-là me fait rire. Quand tu adores tuer les gens la nuit, mais que tu dois te lever pour aller au bureau. Freddy. On est là-dessus. Et te le fait pour aller au bureau. Un film où on se lève pour aller au bureau ou un personnage. Non, C'est pas forcément Ouais. un ou un film, personnage. C'est une référence à The Office. Non. Quoi, ça aurait été. J'ai pensé aussi. Mais, Non. Donc si c'est Freddy, c'est les griffes de la nuit. En fait, Frankenstein, hein, des fois, il peut mélanger des persos et des concepts ou deux concepts D'accord. entre eux. C'est pas Eh oui, forcément donc, deux personnages. il est Le premier, relou, c'était ça. Frankenstein. tu Alors attends, brouilles les pistes. Freddy, il va au bureau. C'est quoi son nom à Freddy? Krueger. Et donc. Quand on va au bureau le matin à Paris, il y a du monde, c'est relou. Freddy Krueger. Freddy RER. Krueger de pointe. Oui. Oh Ah oui, donc il y a des trucs qui Ok. sont pas ciné. Ok, d'accord. Putain. Non, juste avant, tu nous dis c'est des réponses au cinéma. Non, mais on est perdu. Non, là. c'est Ça toujours va pas du lié tout. à un truc du cinéma de genre, mais ça Ok. peut mélanger autre chose. Ok. Était aussi accepté les griffes de la 8. Oh. Alors, joli. Et c'est vrai que je prends la nuit tous les jours et c'est la galère. Voilà. Prends ça la RATP. De pire en Donc pire. Laurent est en tête, attention. Ouais. Quand tu kiffes autant la chasse au kangourou que la bouffe belge. Ah, c'est dans. Merde, la Mm. chasse au concours. Mm. C'est- Mhm. Ah, est-ce qu'il a pris. T'as pris le titre C'est dans français Wake ou- and Fright. Ouais. Ah, C'est Marocco. Tu peux le faire. Ouais. Merde. Ah. bah c'est parfait. Mais très bien. Mais, et du coup. Wake and Frites. Oui. Un point pour Véro, mais grandement Non, aidé par Joséphine. un Allez, un point Un chacune. point chacune. Allez, D'accord. ça marche. Quand tu es un serial killer qui aime bien les pranks téléphoniques et Calogero, Scream. le tueur dans Scream. Ghost. Fake. Je connais pas bien Calogero. Ghost face à la mer. Oui. Oh. Bravo. Ah. Aïe, aïe, aïe. Je suis contente de ne pas l'avoir trouvée celle-là. Moi, je suis un peu embarrassé de l'avoir trouvé. C'est la seule chanson de Calogero que je connais, dit-il. Il nous en reste 2. Quand tu es un réalisateur français de films d'horreur et que tu as enfin trouvé un appart. Pascal Loger. Oui. Ouais. Oh, il était beau celui-là, en one shot. Joli. Attention, le dernier est bienvenu. Quand tu combats encore les Deadites avec tes AirPods en écoutant du Bob Marley. Attends. Pourquoi t'es AirPod là? Les mots sont importants. Ah, d'accord. Bon, il y a H. H-pod. Tu peux redire le Ouais. début. Quand tu combats encore les Deadites avec tes AirPods en écoutant du Bob Marley. Il faut peut-être de. Putain. En écoutant du Bob Marley. Je vous aide un peu. On n'est pas sur H, on est sur plus le nom du film. Ouais, il vole d'être 2 donc. Oui, tout à Ok. fait. Et donc là, ce qui est important, c'est pas les AirPods, c'est plus Bob Marley. le côté Reggae. reggae et Bob Marley. Evil Dread. Waouh. Evil Dread 2. Dread. de- Evil Dread 2. Il vole Dread 2. Ok. Evil Dread, ça passe très bien. Ok. Pourquoi t'avais le 2? Tu pouvais faire le 1. Parce que ça faisait Dread 2, mais ça Ça marche fait- avec le 1 aussi. Ça fait Ouais. égalité parfaite. 2 partout. Non, toi, t'as 3. Laurent, tu es gagnant. T'as gagné. Ouais. Ouais, bah, enfin, Calogero, franchement. T'as Je envie serais pas vraiment de fier. gagner avec ça, Je franchement? serais pas fier.
Eh bien, merci, c'est validé comme jeu. Bravo, merci. formidable, Très bien, Aurélien. bravo, merci Très bon Aurélien. jeu. Un plaisir. On en aurait bien fait encore un petit peu plus. On aura la prochaine fois. Voilà, et ben c'est très bien. Nous allons passer à la dernière phase de ce podcast avec les petites recos Shadows de nos invités. Qu'avez-vous envie de conseiller comme film présent sur la plateforme Shadows à nos auditeurs bien-aimés? Ben justement, moi, ça a été du coup mentionné dans le jeu, mais je voulais recommander Wake and Fright de Ted Kotcheff que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui est un film génial où, un peu comme dans L'Enfant Miroir, l'horreur se passe au soleil, mais cette fois dans le désert australien. Le film est suintant et hyper dérangeant, comme les Australiens savent faire, et je pense que si quelqu'un l'a pas vu, c'est urgent de le voir. C'est vrai que c'est un film bien traumatisant. Ouais. Je l'ai découvert sur le tard aussi, quand il est ressorti en France en vidéo, il y a, je sais pas, 4-5 Ouais, pareil. 4-5 ans, je crois. Découvert au ouais. même moment, je crois. Ouais. On l'a passé au pif, il me semble. Je crois, au moment de la resto, ouais. Et c'est vrai que je crois que je l'ai vu à la séance du pif. Et les yeux comme des soucoupes, quoi, devant ce truc incroyable. Bon, alors il y a la scène absolument culte pardon, des kangourous qui est aujourd'hui encore, je trouve, une des scènes les plus folles jamais tournées. On rassure les gens qui vont découvrir le film. Alors, cette chasse aux kangourous aurait eu lieu quoi qu'il arrive. Elle a été filmée par des gens qui font ça. Le réalisateur a suivi des gens qui le font en vrai. Donc, mais c'est vrai que les pauvres kangourous, ils Elle ont est très plein dure à la gueule. regarder. Ouais. Elle est très dure à C'est regarder. horrible. Et puis en Ouais. plus, mais en même temps, en termes de mise en scène, ce concept de poursuivre des kangourous la nuit en C'est voiture. Bah, éclairé par la lumière de la Ouais, voiture, par comme les ça, phares, c'est ouais. complètement fou, quoi. Et puis oui, bah, c'est vrai, moi ça fait partie. J'adore ce genre de film de descente aux enfers. Ouais, moi aussi, ouais. Mais englué dans quelque chose, de pièges presque kafkaïens en fait, où tu n'arrives, tu ne peux pas te sortir de cet endroit. Tout aspire, c'est vraiment malaisant. Ouais. Kotcheff, c'était quand même pas la moitié d'Armanche. Ça veut rien dire comme expression. Et il a fait Rambo après, qui est aussi un film immense. Et non, ouais, très belle reco. Moi, j'adore ce film. Pareil. J'adore. En plus, moi, je suis très friand de redneck et j'allais dire d'Amérique profonde, mais là, c'est l'Australie profonde. C'est encore plus flippant que Les l'Amérique films qui profonde. sentent la Ouais, c'est poussière, la sueur, le sable, tout ça, j'adore. Donc, ouais, c'est un très grand film fiévreux. Toi, Véro, tu l'avais vu aussi? Ouais, Ouais. je l'avais Ouais, tu l'as découvert vu au au pif pif, aussi. ouais. Ça m'avait donné soif. Vraiment, et en plus, il y a ces scènes là où ils boivent de la bière. De et bière, tout, ouais. là. Non, vraiment un gros choc. J'adore ce film aussi. Je recommande aussi, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, d'aller le voir tout de suite. Véro. Ouais, je peux tricher, j'en ai deux. Vas-y, triche. Allez. Ouais, j'aime bien Comment on ça. était vite. Non, je voulais faire un vieux film et un film récent parce que sinon les gens vont croire que je regarde que des vieux trucs. Je suis pas si vieille, ok. Donc déjà, il y a un de mes films préférés de tous les temps qui est sur Shadows et c'est L'Emmurée vivante de Lucio Fulci, qui est mon Fulci préféré shit. et vraiment qui réunit tout ce que j'aime. Déjà, la comédienne est formidable, un personnage de féminin comme on adore, un scénario trop bien, très surprenant, une médium. Voilà, Je j'adore. trouve que c'est le film le mieux écrit de la carrière de Fulci, Ouais. clairement. Non, mais il est trop bien. Enfin, il y en a qui l'ont pas vu, vraiment, allez-y. Et il y a un jeu de mise sans en rien scène savoir. Ouais. sur les regards qui est assez fou, super avant-gardiste sur la façon dont le personnage qui est victime de vision. Ah ouais, non, Euh, mais les scènes de vision Ouais, sont incroyables. et quand elle regarde la caméra ou pas, en fait, à chaque fois, ça signifie quelque chose. Enfin, il y a Fulci est un réalisateur beaucoup plus technique et beaucoup plus doué que ce qu'on pense. Enfin, on garde son côté poésie du gore, etc. Mais c'était un réalisateur vraiment chevronné qui, quand il avait envie, parce que bon, il était dans le système italien de l'époque où il fallait aussi faire du film au kilomètre avec des scénarios écrits la veille, etc. Et ça s'est senti à plein de moments dans sa carrière. Mais quand vraiment il était investi, qu'il avait envie en mise en scène, c'était assez incroyable. Le Venin de la peur aussi en mise en scène, c'est fou. Et ouais, L'Emmurée vivante à ce niveau. Moi, c'est pas mon film préféré de Fulci, parce que j'adore Frayeur, que je trouve être un film absolument un cauchemar éveillé, comme j'en ai rarement vu. Mais L'Emmurée vivante est le deuxième. Ouais. Cool. Vous l'avez vu, vous? Moi, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'avais aimé. Mais pareil, comme Laurent, mon préf de Fulci, c'est Frayeur. Et L'Emmurée vivante, oui, j'avais aimé, mais je vais pas en parler plus que ça parce que je l'ai pas revu Ouais. là, du coup. Ok. Donc, voilà. Mais c'était bien.
Toi, Joséphine. Moi, je l'ai pas vu, mais je vais le voir. Ah, tu me diras. D'urgence. Et ma deuxième reco, c'était un film beaucoup plus récent de 2021 qui s'appelle Deadware, qui est sur trop Isaac bien. Rodriguez. Et j'adore. Alors, en plus, il dure 1h08. Donc, pour les gens qui n'ont pas le temps comme moi, des fois, c'est quand même pratique. Mais surtout, c'est un film qui se passe, donc qui date de 2021, mais qui se passe en 1999 et qui est axé sur le point and click. Donc, c'est ce qu'on a. Comment ça s'appelle ces styles de films où on voit que les écrans? In-screen horror. Voilà. Enfin, ça peut s'appeler comme ça. Ouais. C'est à mi-chemin entre le Comme found Unfriended. footage Ouais, c'est mais ça. via des Le écrans. Screen Life appelle ça. Enfin, Timur Bekmambetov, qui est officiellement un peu Oui. l'inventeur de. Même si c'est pas Nacho Vigalondo qui a fait le premier avec Open Windows, je sais jamais. Non, parce que même Non, c'est avant après. ça, il y a eu un film qui s'appelle. Qui s'appelle Orio Kezak. Comment il s'appelle ce Bah, film cherche pendant Ouais, ce temps, je voilà. parle du film. En tout cas, ça se passe. C'est des gens qui jouent à un jeu un peu de point and click sur Internet, dans les débuts d'Internet, du coup en 99. Et vraiment, enfin, moi j'adore les jeux en point and click. Et là, d'avoir réussi à faire un truc d'horreur sur cette base-là, alors que le principe du point and click, c'est que c'est hyper statique en fait. Donc franchement, je trouve que c'est très bien foutu. C'est bien écrit. Ça dure 1 heure parce que ça exploite son concept jusqu'au bout et ça essaie pas d'en faire trop. Donc ça part pas dans quelque chose d'étiré. Donc je recommande vraiment ce film-là aussi. J'ai beaucoup aimé. Merci. Je suis Shadows, très content cette découverte. que tu aies choisi ce film parce que c'est un petit chouchou à moi. Ah. J'aime bien apporter. Pour une fois des- qu'on est d'accord. Ouais, j'aime bien apporter des fun footage complètement méconnus et en fait souvent inédits sur Shadows parce qu'en plus souvent les réals sont juste hyper contents que leur film puisse être vu parce que souvent même ils sont déjà dispo gratuitement parce qu'ils sont faits dans leur coin et là c'est vraiment un petit film fait avec ses potes pour rien du tout et c'est vrai que c'est hyper bien pensé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'univers. Il y a quelques Oui. petits égarements dans le film où on dit bon ça va pas, ça marche pas, mais globalement on est vraiment dans cet univers un peu de rétro gaming, vieux computer Windows qui rame un peu et tout et c'est très chouette et ça arrive à être flippant effectivement. Ouais. Je trouvais que pour un film d'1h08, ça mettait beaucoup de temps à démarrer. C'est voilà, c'est un peu dommage. Je Oui, trouve. bah, La c'est longue Internet de discussion, l'époque, ça mettait du temps. ça met c'est du temps tout. à télécharger. Et donc Du coup, les personnages ils parlent, on entend pendant tout le temps, je comprenais pas. ça bug pas assez moi je trouve pour l'époque, Ouais. c'est trop fluide. Ouais, C'est le vrai. chargement des images, Mais en vrai. c'est, Il y a pas- des vidéos qui regardent et tout, ça va très vite quand même. Si vous aimez Unfriended et ce genre de choses, je pense que ouais, c'est à voir. Le film auquel je pensais tout à l'heure, c'est The Den, c'est 2013. Donc c'est 1 an avant Open Windows. Je ne connais pas ce film. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'une. Alors la moitié du film est en in-screen horror et après on passe en extra-dégétique. Le film est assez intéressant. C'est une meuf qui se trouve embarquée dans une sorte de scam sur Internet et c'est du coup pour le coup assez novateur. Je sais pas s'il y a eu à ce point un film qui faisait vraiment quasiment l'intégralité du film dans un écran avant celui-là, à vérifier, mais je crois que c'est un des premiers. Quel est le meilleur film pour vous de un screen horror comme ça Est-ce que. Attends, Host, c'est Oui. ça Ah Antoine oui, ça marche totalement. Ouais. Moi, Ouais. j'aime bien Host. C'est de Rob Savage. Ouais. Qui est ça. sur Shadows Ouais, c'est vrai que aussi. j'aime bien aussi. Ouais. d'ailleurs. Rob Savage, qui est, moi j'aime bien ce réal. Ouais. Après, il a fait un autre film qu'on a sur Shadows qui est très Dashcam. cool, qui est Dashcam, que moi me fait Ah, mais mourir oui de rire. Mais j'adore. Ouais. Sur une streameuse, excellent. Insupportable. Qui fait des Chez raps, les rappeuses, Annie ouais. Hardy. qui pendant la pandémie de Covid et qui va chez des amis et puis qui va arriver des trucs dans sa voiture et tout. Le film me fait mourir de excellent. rire, je trouve génial. Et après, il est parti à Hollywood et il a fait Le Croque-Mitaine, l'adaptation de Ouais, Stephen qui est King. pas bien. Moi, que j'aime bien, franchement. Je trouve que le film, ça reste de l'horreur hollywoodienne, mais en termes de mise en scène, il y a plein de trucs très cool. Les personnages sont plutôt bien écrits. Je trouve la relation entre les deux sœurs assez touchante. Les non-dits sur le deuil, tout ça. Moi, j'aime vraiment bien le film. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, notamment la créature, etc. Ouais, ça marche pas du tout. Ouais. mais moi, j'aime bien. Voilà, Je trouve ça un peu chiant. Mais pour répondre à ta question, moi j'adore Megan is Missing, mais en fait du coup je viens de voir qu'elle est 2011, donc c'est avant The Den. D'accord. Et pareil, tout Ah le ouais. film est pas du tout in-screen, mais il y a beaucoup de. C'est un fun footage et il y a Toujours beaucoup inédit, d'écrans. je pense. Toujours inédit, ouais. Moi, Ce je serait trop bien hais ça. ce film. Ah ouais, Ouais. c'est Je trouve ça vraiment- incroyable. La dernière demi-heure, C'est mais horrible. j'ai jamais rien vu d'aussi horrible quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Le payoff costaud. est fou quoi. Ouais, c'est assez costaud, mais c'est vrai que moi j'adorerais qu'on donne un petit peu plus d'audience à ce film parce que il est assez méconnu. Enfin, si dans les milieux autorisés on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il a jamais eu d'exposition en France et c'est vraiment un film assez puissant et assez costaud, mais pas gratuit non plus. Non, moi je trouve pas. C'est à débattre et Ouais. c'est un gros film à débat, c'est sûr Ouais. à 100%. Ouais, ouais. Et je sens qu'on pourra en parler longtemps. Pas mais aussi gratuit mais que moi je d'autres trouve dans pas le non même plus. domaine. Ouais. Ouais, voilà. Tu l'as vu, Joséphine? Non. Eh ben, c'est, Je pense pas que ça te plairait. non, si, J'ai vu que t'as pas aimé Found. c'est quand même mieux fichu que Found.
Oui. Bah, déjà, bon, c'est un fan footage, Oui. donc ça a l'intérêt de pardonner éventuellement sa forme amateur par sa nature, même si finalement le film est plutôt très bien construit quand même dans sa progression. Et c'est vrai que quand ça part vraiment dans l'horreur, c'est assez inoubliable. Non, et puis, assez enfin, traumatisant. pour moi, il y a le problème au-delà de la facture visuelle et tout, c'est le sous-texte que je trouve un peu problématique. Quand même. Ça reste malheureusement, en effet, je suis d'accord, un film de femmes enlevées et torturées Mais que- devant lequel tu ne prends absolument jamais aucun, Aucun plaisir. plaisir Oui, mais déviant. bon, c'est quand même un espèce de clip pour dire attention sur Internet, quand vous êtes une meuf, vous pouvez vous faire piéger et machin. Bah, c'est vrai. Oui, mais bon, en gros, ça te met un peu la responsabilité sur les femmes tu trouves qui Ah, acceptent d'accord, de ok. rencontrer des hommes via ce biais. Ah, c'est marrant, je l'ai pas vu comme. Enfin, moi, j'ai pas ressenti. Tu veux Parce dire que que tu c'est es un un homme, petit peu une peut-être moralité. Parce qu'on a des bites. Non, mais c'est vrai que Pas aussi grosse que celle Genre, de. Clairement pas, du coup. ce qu'on appellerait une cautionary tale c'est-à-dire sur des personnages qui font des mauvais choix parce qu'ils sont un peu bêtes et qui le payent. Ouais, mais c'est des adolescentes, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas. Donc, J'ai plus si vu on est comme- sur le thématique de Ouais. l'émission d'aujourd'hui. Bah, moi, enfin, moi, je l'ai plus vu comme un prédateur qui profite de l'innocence et des espoirs d'un enfant. Oui. Donc, dans ce sens-là, en fait, je trouve pas que le film soit méchant, enfin, dénonce la naïveté de la gamine et disent bah là du coup il t'est arrivé ça parce que t'as pas. Mais après je suis d'accord avec toi, je pense que c'est peut-être juste parce que je suis un mec et que du coup je ne reçois pas le sujet de la même façon. Je serais que le revoir à cette aune d'ailleurs. moi, je veux Voilà. jamais le revoir. Mais c'est pas un film que j'ai vu 2 fois. Je suis pas pressé de le revoir. Non, c'est pas le genre de film La que t'es deuxième pressé de fois, je l'ai revoir parce revu que pour c'est le boulot. très désagréable en fait à C'est voir, un très peu désagréable, comme c'est ouais. complètement différent. Mais Requiem pour un massacre rentre aussi dans cette catégorie de c'est hyper désagréable à voir. C'est du feel bad movie quoi. Oui, Mais, Requiem pour un T'as envie de massacre, prendre une tu as- douche après. tu as le fait de le revoir, même si le film est dur, mais au moins tu as toujours le fait d'être écrasé par une mise en scène complètement incroyable et des performances d'acteurs complètement dingues. Bon, c'est moins vrai pour Non. j'ai oublié Megan une petite is Megan. Je sais missing. pas pourquoi j'avais Joséphine is missing. Et donc, Non, elle est là, Joséphine je Gardien, regarde. je sais, et je sais pas, n'importe quoi. Bref, et donc, non mais oui, Megan is missing, très bon film du genre dont on parle, qui est le Scream Horror. Voilà. On a fera un épisode complètement fan dévié, footage. Tout à fait. Oui. on Vous faites en des fera un parce recours, que- vous, ou pas Non. Ok. Non, bah, je sais pas Ah. qu'est-ce qu'on a mis récemment. Si, on a mis des bons films sur Shadows. Oui. Ouais. Oui, on a un début de D'érection. non, on a fait un. Ah purée, j'arrive plus à parler. On a Euh, beaucoup de films de chez intégral. Vinegar Syndrome Ah qui oui, vont c'est arriver vrai, et ils ouais. ont commencé à arriver. Donc Vinegar Syndrome, c'est un éditeur vidéo et distributeur américain qui est spécialisé dans le cinéma d'exploitation, bien fauché, bien cracra, et donc recommandable, plus ou moins recommandable. Mais en tout cas, nous, on a pris des trucs qu'on trouve Cool, même si c'est pas toujours forcément de factures techniques très très poussées, mais en tout cas assez jouissif. Et on en a sorti 2 pour l'instant, qui sont Mausoleum et Flesh Eater, qui sont 2 petites curiosités sympathiques. Gore, Ouais. bis. Et d'ailleurs, c'est marrant, on parlait tout à l'heure de Regional Horror et Vinegar Syndrome, c'est vachement spécialisé là-dedans. Et ils ont édité dans les très belles éditions Blu-ray avec des steelbooks, avec des super belles jaquettes dessinées par des mecs et tout. Plein de tout petits films d'horreur régionaux américains complètement inconnus au bataillon. Et je crois que c'est quasiment une catégorie sur leur site, en fait, le Regional Horror. Si vous êtes curieux de découvrir un petit peu ce courant alternatif de l'horreur américaine, je vous invite à aller voir leur site. plein Est-ce de qu'il y a trucs des cool. seins nus sur toutes les jaquettes Oui, ou, c'est Là, sur les 2 l'exploitation. premiers, il y en a. J'espère que ça va continuer. J'ai vu que vous aviez aussi Sensor de Prana Oui. Philippe, Ah ouais. que j'aime beaucoup. Moi aussi, ce j'aime beaucoup le film, ouais. Ouais, c'est pareil, il n'a pas eu la sortie qu'il méritait en France, malheureusement. C'est vraiment un très très chouette film. Bah aussi d'ailleurs sur le cinéma d'horreur, enfin par rapport à Found, il y a un petit peu une thématique voisine, même si on est d'accord qu'il y a une maîtrise Ouais. autrement plus. Ah, c'est sûr qu'on est dans une autre plus catégorie. aboutie dans Sensor, mais c'est vrai que c'est un film assez génial. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite parce Oui, que pareil. pour un premier, c'est assez balèze. Ça fait partie de ce nouveau courant de réalisatrices anglaises comme Rose Glass là, qui avait fait très très fort avec Sainte Maud Ouais. et dont on attend le Love nouveau Lies film Love Bleeding, Lies ouais. Bleeding avec Ouais. impatience. Apparemment, il est super son nouveau Ouais, film. ça a l'air absolument fou. J'ai trop hâte de le voir. Et Sainte Maud, c'était déjà une grosse C'est claque. incroyable, ça. Ouais. Ouais. Donc, vive les réalisatrices. Et je finis juste sur ça, on parlait de In-Screen Horror, on a sorti aussi sur Shadows dernièrement une exclue qui s'appelle Anonymous 616. Alors c'est pas vraiment de l'In-Screen Horror parce que le film se passe pas sur l'écran d'ordinateur, c'est vraiment une narration extradégétique, plus classique, mais c'est l'histoire d'un mec qui a une soirée entre amis, une dinner party, et qui va commencer à chatter sur l'ordi de la maison avec
une personne, il ne sait pas qui c'est, qui va lui dire plein de trucs sur lui, qui va un peu savoir tout sur lui, ses plus sombres secrets et tout, et il va un peu l'embrigader dans une espèce de comment dire, délire psychologique, démiurgique, où il va persuader le mec que c'est un peu la réincarnation de Dieu, et il va commencer à reprendre sa vie en main et à faire tout ce qu'il veut en fait. Et donc toutes ses frustrations entre ses amis, l'adolescente qu'il y a dans la maison qui est plutôt pas mal et tout, il va tout laisser exploser, et c'est d'une brutalité assez incroyable. C'est assez fauché aussi. Un film Aurélien Zimmerman. Un petit label Aurélien sur la plateforme désormais. Exactement, pour celui-là en plus c'est vraiment moi qui suis allé le chercher derrière les fagots. Mais voilà, c'est très sympa. Très bien, merci. Merci J'arrête. beaucoup Véronique et Joséphine pour votre venue et puis pour avoir participé à cette émission. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes Merci. les re-bienvenus à tout moment. La porte reste ouverte. Et puis quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une émission démoniaque. Et oui. Et oui, voilà. Merci à tous. Merci. Bye. Au revoir.